Nous sommes live en compagnie Abdelhamid Barta, qui est Exploration Lead chez Starkware et qui va nous parler encore une fois des nouveautés sur Starknet. Mais bon, là, on va, je pense, explorer de nouveaux sujets et pas mal de choses. Et vous le savez, on profite toujours de ces émissions pour explorer d'autres stacks, d'autres solutions techniques, avoir l'avis d'Abdel sur ce qui existe ailleurs, sur Cosmos, sur les autres Validity Rollup, ZK Rollup, etc. Quelques hot takes sur Cardano, sur Elrond peut-être, on ne sait pas. On peut dériver très très loin. Je suis très heureux. Ah ouais, ça part fort, tu commences déjà. Ça frappe là. On finit l'année en beauté là. Alors Abdel, Allez. ton avis sur Ripple, s'il te plaît. Wow. Ah ouais. Voilà, donc bonjour à tous, bienvenue, merci à la modération, très très heureux de faire ce live, toujours en compagnie de Benoît Huguet, en haut à droite de l'écran. On va attendre quelques instants, le temps que la notification de Twitch se propage. Voilà. Ouais. Merci Sam et Benoît pour l'invite, et comme disait Benoît, on a une pensée pour tous les gens qui ont recommandé d'acheter du Bitcoin l'an dernier, qui vont passer des belles fêtes en compagnie de leur famille, qui vont leur poser des questions. Parce que l'année 2022, elle a été épicée. Elle a été épicée. Franchement, moi je m'en remets pas. Oui. Ça fait 10 ans que je suis là quand même. Et donc bon, j'ai l'habitude de marcher sur des mines, c'est-à-dire que mais là cette année, elle était particulièrement corsée. Donc ouais, c'est ça. Donc j'imagine quelqu'un qui a macroéconomie est sale aussi, donc. Quelqu'un qui est arrivé à Noël dernier, mais ça a dû être plein d'enthousiasme parce que sa famille lui recommandait en fait les cryptos. Non mais c'est génial, ça a changé ma vie. Regarde, c'est monté, il y a des technologies formidables, il y a Starknet qui va sortir. Non mais tu te rends pas compte, les zéro knowledge, tout ça c'est des Chinois, mais il y a de l'enthousiasme. Bon, mais Starknet est là, mais c'était vers quand le top déjà? Je me rappelle plus. C'était fin d'année. Je dirais il y a un novembre. Il doit y avoir un novembre. Novembre 2021, Solana Breakpoint. D'accord. Novembre 2021. Ok. Novembre 2021. Ok. Donc là, voilà. Il y a quelqu'un dans le chat qui confirme qu'il a pris bien cher, qu'il est arrivé mi-novembre. Du coup, oui. Désolé pour toi, Arking 40. On est là pour la tech maintenant. Les forces donnent tout sur le foie gras. Là, faut bien manger à Noël, parce que faut pas rater les calories. Ah là là. Courage. Donc écoute, on a déjà proposé, on a déjà couvert le sujet à quelques reprises, ce que fait Starkware, StarkEx, Starknet, les projets principaux de Starkware, pardon. Est-ce que très rapidement, on peut expliquer brièvement de quoi il s'agit pour ceux qui n'ont pas le contexte, qui ne sont pas familiers avec cette technologie, et après évoluer sur les derniers progrès, peut-être parler de Kakarot, des applications en vogue, de ce qu'il est possible de faire aujourd'hui, ce qu'on pourra faire demain, et puis plein d'autres choses. Je t'en prie, Abdel. Ça marche. Oui. Je pense que je vais commencer en mode frise chronologique pour resituer un petit peu l'histoire de Starknet et de la genèse de tout ça. Alors, tout a commencé avec la création de la base de tout ce qu'on fait, à savoir les Stark. Donc, en fait, les Stark qui sont une construction mathématique qui permet de faire plein de choses assez magiques. Donc ça, c'était aux alentours de 2018 avec la sortie du white paper sur les Stark, avec notamment Eli Ben Sasson, qui est le président de Starkware et qui est un illustre mathématicien. Et donc, ça a commencé par donc une nouvelle primitive, une nouvelle construction mathématique qui permettait de prouver quelque chose sur une affirmation sans révéler quoi que ce soit sur l'affirmation en tant que telle. En plus de ça, la beauté, c'est que il est plus facile de vérifier la preuve que de refaire le calcul qui a amené au résultat de cette affirmation. Donc, au début, c'était une construction mathématique et tout. Donc, on dit, ouais, c'est très bien, mais qu'est-ce qu'on peut faire de ça? Donc, très rapidement, l'idée, c'était de se dire, il y a quand même un écosystème, une industrie dans laquelle on se soucie de la confiance et de pouvoir prouver des choses et de ne pas avoir à compter sur un intermédiaire. C'est bien la blockchain. Donc, très rapidement, les cas d'utilisation possibles de cette nouvelle primitive mathématique ont été portés sur la blockchain.
Donc, au début, l'idée était de se dire, on va faire des cas d'application spécifiques sur la blockchain. Donc, ça a commencé par des cas d'application simples, comme le transfert de transactions, ou alors des briques sur les NFT pour monter des NFT, etc. Un petit peu les use cases phares les plus répandus sur l'écosystème Ethereum, notamment. Et donc de là, progressivement, est née l'idée de StarkEx. Donc ça, c'était le premier vrai produit de Starkware. Donc StarkEx, c'est des briques, donc as a service. Donc as a service, ça veut dire, là, vous avez Starkware, l'entité qui va opérer StarkEx. Et vous, si vous êtes client de StarkEx, en fait, vous pouvez utiliser StarkEx comme un produit SaaS. Donc les produits SaaS, c'est ce qu'on voit partout dans le web traditionnel. Et en fait, du coup, vous déléguez la partie génération des preuves mathématiques à l'opérateur qui est Starkware, et vous pouvez l'utiliser pour scaler vos transactions. Donc, donnons un cas d'application concrète. DYDX, par exemple, qui était l'un des premiers gros clients de StarkEx, eux, voilà, l'idée, c'est de faire un order book de transactions qui va être décentralisé. Donc, en fait, l'équivalent de pouvoir ce qu'on fait sur un exchange centralisé comme Binance, mais le faire de manière décentralisée. Mais évidemment, sur Ethereum, au niveau du layer 1, c'est compliqué en termes de scalabilité, le coût des transactions, etc. Donc, ça pouvait pas marcher. Donc, DYDX, ils ont utilisé StarkEx pour ses propriétés de scalabilité. Et en fait, l'idée, c'est quoi? C'est ce qui se passe, c'est que DYDX va soumettre un paquet de transactions à StarkEx. Et StarkEx va s'occuper en gros, d'agréger toutes ces transactions et de générer des preuves de ces transactions et de soumettre ces preuves à Ethereum. De telle manière que, comme on va compresser, entre guillemets, toutes ces transactions, on va générer une maxi preuve de l'exécution de plein de transactions, ça va coûter beaucoup moins cher. Mais pour autant, ce qui est intéressant de dire, c'est qu'on garde le même niveau de sécurité que Ethereum, parce que en aucun cas, c'est ça qui est aussi magique un petit peu dans le domaine des zero knowledge proof, c'est que vous pouvez, pour le coup, faire confiance à une entité, même si elle est centralisée, pour générer une preuve, mais malgré tout, c'est pas grave, parce qu'en aucun cas, elle ne sera capable de générer une preuve qui est fausse. Et en aucun cas, du coup, elle ne pourra faire une action malveillante. Si jamais elle le faisait, nous le verrions, parce que c'est facile à vérifier. Voilà. Et on le verrait, mais nous, plus que ça, c'est que pour en fait faire les actions sur Ethereum, c'est un smart contract qui vérifie la preuve. Donc en fait, on ne pourrait juste littéralement pas faire en sorte de falsifier une mauvaise preuve parce que Ethereum la refuserait. C'est ça la beauté. C'est pour ça qu'on dit qu'on hérite des propriétés de sécurité du layer 1. C'est parce que littéralement, on ne peut pas soumettre une fausse preuve. En fait. Donc ça, c'était le premier produit de Starkware. En fait, rapidement, Starkware s'est rendu compte que vous pouvez aller plus loin. Là, ça a été fait sur des cas d'application spécifiques, mais si vous voulez, on pourra revenir dessus avec l'invention de Cairo. Mais à ce moment-là, au tout début de StarkEx, l'idée, c'est que on a parlé de Stark, la construction mathématique. En fait, pour la faire simple, ça repose sur un système, ce qu'on appelle des contraintes polynomiales, mais sans rentrer dans le détail, c'est des équations mathématiques, peu importe. En gros, vous devez vous dire, il y a quelque chose à prouver, peu importe ce que c'est à la base, à la fin, ça deviendra des équations mathématiques. Et en fait, ce qu'il faut bien constater, c'est que c'est compliqué en fait de passer de la chose de base qu'on veut prouver. Donc, par exemple, prouver que moi, je t'ai envoyé 10 Ethers, par exemple. À la fin, ça va devenir un ensemble d'équations mathématiques. Mais en fait, c'est compliqué. Et ce process-là, il était fait à la main au début de StarkEx. Donc, en fait, il dit, OK, si on veut prouver une transaction, comment on peut traduire ça en un certain nombre d'équations mathématiques pour que ça soit prouvable. Et donc, c'était long, répétitif. Et à chaque fois que tu voulais faire un nouveau cas d'application, et en fait, tu devais tout recommencer à la main. Donc, par exemple, quand ça a été fait sur un transfert RC20, après, quand ils ont voulu rajouter une brique NFT, ils ont dû refaire le travail à la main, de reconstruire toutes ces équations mathématiques, etc. Et c'est un travail qui est vraiment compliqué. Ça monopolise plusieurs ingénieurs pendant des semaines et des semaines, juste pour prouver une simple chose, quoi. Et donc, en fait, les ingénieurs de Starkware, ils se sont dit, ça va être compliqué, on va essayer de se faciliter le travail. Et ils ont inventé quelque chose, un langage qui s'appelle Cairo, qui permettait de faire ce travail fastidieux à leur place. Et d'être capable de dire, OK, on va faire un langage de programmation qui, à la fin, sera, lui, capable de construire toutes ces fameuses équations mathématiques et faire le processus qui est compliqué pour un humain, qui est long et qui est pas... Et c'était, à la base, un outil interne. Cairo n'avait pas vocation à devenir un outil grand public. À l'époque, il n'y avait même pas de question de Starknet, tu vois. C'était vraiment un outil interne. Et en fait, il est devenu tellement pratique et tout, ils se sont dit, mais
En fait, on vient d'inventer une arme de destruction massive, là, les gars. On peut peut-être en faire quelque chose. Et donc là, après, ils ont utilisé Cairo pour réécrire StarkX, donc grâce à ce truc-là et tout. Et après, ils se sont dit, bah attends, c'est quoi le next step? Et là, le next step, c'est de se dire, Ethereum est en train d'adopter une roadmap qui est roll-up centrique, parce que Ethereum sait qu'il ne peut pas scaler au niveau du layer 1, etc. Et que son meilleur espoir, c'est les layer 2. Donc, l'un dans l'autre, bah, l'idée, c'était de se dire, bah, utilisons cette arme de destruction massive qui est Cairo et le pouvoir des Stark pour faire un layer 2, permissionless, qui est general purpose, c'est-à-dire qu'on peut écrire n'importe quel type d'application, comme sur Ethereum, dans lequel n'importe quel développeur pourra écrire son smart contract en Cairo et du coup bah, bénéficier des propriétés de Starknet. Donc c'était ça la genèse de Starknet, c'était la généralisation de tout ce chemin qui a emmené depuis des Stark la construction mathématique à StarkX avec Cairo et ensuite généraliser ça sur un layer 2. Voilà un petit peu pour la genèse. Ok, c'est beau. Et on en est où à l'heure actuelle? À T0. À T0, il y a un Starknet donc Alpha qui est lancé. Ouais. Donc les développeurs peuvent s'amuser, utiliser Cairo, c'est ouvert à tous. Ouais, tout à fait. Là, on est en mainnet alpha, effectivement. Donc là, vous pouvez carrément déployer des smart contracts sur le mainnet, mais aussi sur un testnet. Hein. Vous n'avez pas besoin d'aller directement sur le mainnet. Hein. Ouais, testing prod. Ouais, c'est une façon de faire aussi. Donc, vous pouvez développer vos applications, vos smart contracts. Vous pouvez faire tout ce qui est possible de faire sur Ethereum. On en est déjà là. Donc, absolument tout, des ERC20, des ERC721, des DEX, tout ce que vous voulez. On est ce qu'on appelle feature parity avec Ethereum, c'est-à-dire que tout ce qui est possible de faire sur Ethereum, il est possible de faire sur Starknet, et j'irai même plus jusqu'à dire qu'il y a même des choses qui sont possibles de faire sur Starknet qui sont pas possibles de faire sur Ethereum. Donc on peut même considérer qu'on a dépassé le stade de feature parity et qu'on apporte de nouvelles fonctionnalités. On aura l'occasion d'en parler, mais notamment via la compte abstraction, ce genre de choses. Donc là, on est dans un état où progressivement on enlève toutes les limitations. Au début, il y avait des limitations, tout le monde ne pouvait pas déployer un smart contract, donc ça a été enlevé. Maintenant, tout le monde peut déployer un smart contract, c'est vraiment permissionless. Il y avait aussi des limitations sur le bridge pour pas qu'il y ait un afflux trop fort de liquidité, etc. Donc ça commence à être enlevé progressivement. Là, la TVL est toute petite encore, mais ça commence à être gentiment. On commence à avoir de plus en plus de projets sur le mainnet. Donc après, on aura des grosses échéances qui vont arriver dans les prochains mois. On pourra revenir après dessus, mais si, voilà, un petit peu dans. Si, c'est intéressant là sur les prochains, ce qui arrive. Enfin, là, c'est l'état du marché. Donc tu nous fais la roadmap, tu nous as fait le passé, là tu nous fais le présent, le futur. Ça nous intéresse, tu sais. Ça marche, ok, carrément. Je vois qu'il y a des questions aussi sur la compétition, mais on pourra en parler, notamment pour Polygon avec leur ZK Rollup, etc. Ouais, on va en reparler. Donc les prochaines échéances, pardon. En gros, on va dire qu'on a 3 gros volets. On a le premier volet qui est le passage à Cairo 1.0. En fait, en gros, Cairo, il va avoir une complètement changé. En fait, il va y avoir une nouvelle sortie du langage qui va être vraiment différente, beaucoup plus accessible pour les développeurs. En fait, pour ceux qui ont connu Cairo au tout début, bon, ça s'est un peu amélioré, mais malgré tout, ça reste. Il y a quand même une barrière à l'entrée pour apprendre le Cairo, etc. Et en fait, l'idée avec la nouvelle sortie, c'est qu'il va se rapprocher d'un langage qui s'appelle Rust, qui est massivement utilisé, notamment dans l'écosystème blockchain. Donc, il sera beaucoup plus facile pour un développeur d'apprendre ce langage. Donc, en fait, sachant que pour nous, il faut comprendre que c'est crucial d'amener des développeurs pour construire sur l'écosystème. Et comme, à la différence de tous nos compétiteurs, on n'est pas EVM compatible, ça veut dire que c'est encore plus crucial pour nous d'être capable d'amener des développeurs. Toi, combien de temps ça t'a pris pour t'emparer de cet écosystème, de ce langage nouveau qui est développeur, hein, donc très habitué à Ethereum, tu avais fait un tour sur Cosmos aussi, donc je pense que tu as exploré tout ce qui se faisait, et là, ça en était un nouveau que tu as dû ajouter à ta palette. Ouais, tout à fait. Je pense que j'étais à peu près capable de faire du code presque production ready en, je pense, 3 semaines, un mois, mais je suis pas du tout la référence, dans le sens où, comme tu as dit, ça fait très longtemps que déjà, ça fait très longtemps que je suis développeur, très longtemps que je suis développeur dans la blockchain, mais en moyenne, je dirais pour quelqu'un qui est soit junior ou qui n'a pas encore beaucoup d'expérience, etc., je considère, je pense que un bon dev, je pense en 3 mois, il peut être vraiment bon. Ouais, donc il y a quand même une barrière à l'entrée, il y a un engagement. Et là, avec Cairo.1, tu estimes que ça va avoir un impact significatif sur
Ah sur ce oui, temps d'adaptation? Ok. significatif, clairement, dans le sens où, déjà, pour tous les développeurs Rust, ça va être beaucoup plus simple pour eux. Et en fait, il y en a beaucoup, beaucoup, déjà dans la blockchain, mais aussi dans le Web 2. Donc, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on peut attirer aussi des développeurs potentiellement qui vont aller directement dans le Web 3 par un layer 2. Et ça, c'est intéressant. Donc, on peut jouer sur les deux tableaux. Ensuite, même pour ceux qui ont l'habitude, par exemple, de Solidity ou quoi, Cairo 1 sera plus facile à aborder que Cairo 0.x. Donc ouais, ça va vraiment simplifier. Donc ça, c'est le premier gros volet Il y a une que tout le monde timeline? attend. Il y a une Ouais, timeline ou pas? il y a une timeline. On est environ aux alentours de fin février, mi-mars, pour être Allez, pour donner Inch'Allah. une estimation. Ouais, normalement, ça devrait le faire. On est bien. Donc ça, c'est le premier gros volet. Deuxième gros volet, c'est les performances du système. Ça, c'est vraiment un gros sujet. On est encore loin d'avoir quelque chose de satisfaisant pour onboarder beaucoup d'utilisateurs, etc. On a commencé à avoir quelques petites améliorations de performance. On en a des grosses qui vont venir, mais pour l'instant, ce qui peut paraître contre-intuitif, c'est qu'on parle de solutions de scalabilité, et ce qui peut paraître contre-intuitif, c'est que pour l'instant, on a un débit de transaction inférieur à celui d'Ethereum. Donc oui, ça peut être contre-intuitif. Donc, parce qu'en fait, la scalabilité comprend deux facteurs. Elle comprend le débit de transaction, mais aussi le coût des transactions. Et pour l'instant, le gros focus, il a été fait sur le coût des transactions. Parce que là, Ok. bien sûr, j'ai dit, on a un débit qui est inférieur à celui d'Ethereum pour l'instant, mais on a Mais des j'ai coûts de compris. transaction 100 fois moins chers, au minimum. Donc, avec le même niveau de sécurité sur Ethereum. Donc, c'est comme si je vous disais, c'est comme si je faisais des transactions avec le même niveau de sécurité qu'Ethereum, mais à 100 fois moins cher. Donc là, la première scalabilité, elle vient de là. Pour donner un ordre d'idée de quand on commence à avoir un débit va devenir intéressant, on voudrait être à, déjà, bon, sans même parler des évolutions d'Ethereum, juste pour nous, si Ethereum restait dans ce statut-là, on aimerait, d'ici à les 6 mois, avoir un débit potentiellement de 10 fois celui d'Ethereum à 100 fois moins cher. Donc là, ça commence à devenir intéressant. Ouais. Ok. Donc, ça veut dire qu'on peut processer 10 fois plus de transactions que Ethereum à 100 fois moins cher par transaction. Donc là, une fois qu'on atteindra ce début, c'est pas le endgame, hein, bien sûr, on veut aller plus loin. Mais déjà, là, on pourra considérer que c'est un état vraiment intéressant parce que c'est même un match. Il n'y a aucun concurrent qui peut avoir le même niveau de sécurité d'Ethereum avec ce niveau de début de transaction. Aujourd'hui, votre contrainte, parce que vous avez mis à jour, par exemple, vous avez par exemple l'exécution en parallèle des transactions qui a été ajoutée, des trucs comme ça, très bien. Aujourd'hui, votre problème, il est surtout sur la disponibilité des données. Quelles sont les contraintes qui font que Starknet a du mal à être plus performant? Quels sont les points bloquants aujourd'hui? Le temps de génération des preuves, qu'est-ce qui ne va pas? Et ben alors justement, c'est intéressant, c'est que paradoxalement, c'est pas le proving qui est le bottleneck actuellement. Donc quand on dit bottleneck, c'est le boulon d'étranglement, c'est-à-dire c'est l'élément qui le plus limitant dans un système. Donc on appelle ça le bottleneck. Donc le bottleneck, paradoxalement, ce n'est pas la partie génération des preuves, c'est la partie exécution des programmes Cairo. Et ça, c'est fait par l'entité qui s'appelle le séquenceur. Donc, il y a deux entités, en fait, on travaille sur un zk-rollup. Il y a le séquenceur qui va exécuter les programmes, créer les blocs, etc. Et il y a le prover. Donc, au niveau du prover, on est bon, on n'est pas du tout, il n'y a pas du tout de boulet d'étranglement à ce niveau-là. Et on peut aller encore beaucoup plus loin, notamment parce qu'on en parlera, mais on a la récursion des preuves, on peut faire de la parallélisation de génération des preuves. On est loin du max côté génération des preuves. L'exécution, le gros facteur limitant pour l'instant, et c'est presque de l'histoire ancienne, c'est pour ça que ça va faire du bien, c'est la machine virtuelle Cairo. La première version a été faite en Python. Donc la Python, c'est un langage qui est très utilisé, notamment dans le domaine académique, recherche, maths, etc. Donc Starkware qui a une très grosse appétence côté maths et recherche, donc ils étaient partis naturellement sur Python. Mais pour de la production des gros systèmes, c'est très très lent Python. Et du coup là, il y a une entité qui est externe à Starkware, donc c'est ça aussi qui est intéressant, qui s'appelle Lambda Class, qui ont refait complètement de zéro la machine virtuelle Cairo en Rust. Et Rust est beaucoup plus rapide que Python. Donc les premières estimations, on aurait aux alentours d'une amélioration de x30 rien qu'en passant la VM Cairo en Rust. Donc en gros, par rapport aux chiffres où on en est, si ça s'avère être vrai, donc là on est aux alentours de 2,5 TPS environ. Allez, on va dire x30, ça nous amène à 60
environ. Et là, on arrive à 5 fois Ethereum déjà. Rien qu'avec ça. Si ça se passe bien. Voilà. Donc ça, c'est... Timeline aussi? Je te pose les mêmes questions, hein, mais... Ouais, timeline aussi, c'est à peu près aux alentours de Cairo 1.0 aussi. ok. Donc voilà, on parle pas de... de Q1 2023, il y a de l'action. Voilà. Q1 ouais, exactement. Ah oui, non, mais il y a de la grosse action. Q1 2023, là, c'est vraiment un gros tournoi pour Starknet. Donc ouais, c'était les 2 premiers gros volets. Voilà, donc les 2 volets, 1, performance, exactement. Et le troisième, c'est la décentralisation du réseau. Dans le sens où, tout à l'heure, je disais, dans le domaine des zero knowledge proof, c'est pas grave de faire confiance à un acteur pour générer les preuves. C'est vrai, mais il y a quand même un petit problème qui est que cet acteur, il peut vous censurer. En fait, il y a 2 problèmes. Du coup, si il y a un problème au niveau du réseau et que les nœuds tombent, le prouveur, le réseau est bloqué. Et de 2, si Starknet est malveillant... Permets-moi de te couper, je suis désolé. Est-ce que Starknet est parti en vacances? Parce que tu sais, dans les blockchains de dernière génération, ou en tout cas la nouvelle vague, il y a une tendance au freeze, à l'arrêt, tu vois. C'est-à-dire qu'il y a de la recherche de performance, on veut pousser le nombre de transactions par seconde, on veut faire plus, on veut faire mieux, on veut faire plus vite, et pouf, ça devient fragile. Est-ce que vous avez alors il est déjà parti en week-end. Ouais, il a déjà pris des week-ends. Mais moi, c'est bon signe. Ça veut dire que tu as poussé les watts. Ouais, il a déjà pris des week-ends. Alors, en testnet, sûr et certain. En mainnet, pas sûr. Ok. Je suis pas sûr qu'en mainnet, il a déjà pris un week-end. Je me renseignerai. Il a déjà eu des moments de congestion où il y avait un trop gros backlog de transactions. Mais en week-end, je suis pas sûr. Mais en testnet, oui, il est parti très souvent en week-end. Comme testnet, c'est fait pour ça. Testnet, c'est très correct. C'est fait pour ça. Ouais, tout à fait. Alors voilà. Donc tout à l'heure, je disais voilà. Donc il y a quand même la nuance qui est de dire si l'opérateur tombe ou il est malveillant, il y a le réseau est bloqué. Donc la résistance à la censure, cette propriété n'est pas garantie. Donc pour ces 2 choses-là, on a besoin d'une décentralisation du réseau. Donc ça a déjà commencé à être réfléchi, notamment c'est l'une des raisons, si ce n'est la raison majeure de la création du token, c'est pour être capable de décentraliser le réseau et d'avoir une incentive en fait pour participer à la décentralisation de ce réseau. En parallèle de ça, il y a la Starknet Foundation qui a été créée, qui est totalement indépendante de Starkware, qui justement va permettre de décentraliser à la fois la gouvernance du protocole, mais aussi le réseau. Donc là, il y a des... Quelles sont les fonctions cruciales du réseau qu'il faut opérer? Ouais. Voilà, donc il y a 2 fonctions cruciales, la partie séquenceur et la partie prouveur. Okay, il y a, on peut y faire en 2 temps. Il est probable qu'on fasse d'abord décentraliser les séquenceurs, on reste en monoprouveur, ok, et après on aura multi-séquenceur, multi-prouveur, d'accord. Et en fait, du coup, quand on a ça, du coup, ça permet d'avoir une meilleure résilience du réseau, etc. En parallèle de ça, de la décentralisation, il y a aussi quelque chose d'autre qui va permettre d'obtenir de la résistance à la censure. Et en gros, c'est ce qu'on appelle il y a plusieurs façons de l'appeler, mais un escape hatch. C'est une façon pour un utilisateur qui est sur Starknet de forcer une transaction sur le L1, même si l'opérateur n'est pas présent. Donc ça, c'est énorme parce qu'une fois qu'on a ça, en fait, on est bien parce que si jamais il y a un problème, tu pourras toujours withdraw tes fonds sur Ethereum. Je suppose que ça coûtera plus cher en fees. C'est une procédure d'urgence. Exactement. Tu c'est une procédure d'urgence dans laquelle tu... Ouais, tout à fait. Mais au moins, tu as la sécurité et la souveraineté de te dire... Ouais, exactement. Donc ça, c'est le 3e gros volet. Donc voilà. Donc Cairo 1, performance, décentralisation. Et celui-là, pareil, je t'embête toujours, mais sur la timeline, vous envisagez... Celui-là, c'est plus loin. Celui-là, c'est un peu plus loin dans le sens où, déjà d'une, il faut que le design de la décentralisation soit... qu'on trouve un consensus sur le consensus, justement, parce qu'il y a plusieurs façons de le faire. Ça pourrait modèle de rémunération. Je suppose que déjà, il y a le modèle... Le modèle de rémunération, quel type de consensus? Est-ce qu'on veut faire un truc genre Tendermint? Est-ce qu'on veut faire un truc Longest Chain? Tout ça, c'est en discussion. Donc, c'est la première étape, c'est de se mettre d'accord sur le mécanisme de consensus qui sera mis en place. Et ensuite, il faut l'implémenter. Donc, on est à plus de 6 mois, on est à plus de 9 mois. Je pense qu'on peut dire 1 an, en vrai, je pense. On peut dire qu'il y a déjà une sorte de escape hash sur StarkEx si on envoie une preuve de ce qu'on a sur le StarkEx. Sur StarkEx, oui. On en a déjà, tout à fait. Le Merkle Proof ou un truc comme ça, tu peux envoyer. Oui, sur StarkEx, on l'a déjà. Ouais, tout à fait.
Ouais, on l'a déjà. Ouais. Tu fais bien de le noter, mais pas encore sur Il y a ça. quelques questions dans le chat que j'ai trouvé sympa, enfin en tout cas moi qui sont donc il y avait évidemment la question sur la compétition d'autres projets. On y reviendra parce que moi aussi j'avais plein en fait c'était sur l'état du marché des Zero Knowledge Proof. En fait pourquoi toi tu as choisi de t'investir dans Starkware et quels sont les autres projets dignes d'intérêt en toute objectivité hein, sachant que je pense qu'il y en a quand même quelques-uns et peut-être les segments comment vous différenciez etc. Ça on y reviendra. Moi il y avait une question aussi plus simple qui me parle c'était alors comment s'impliquer attends, je retrouve la question, je sais plus où elle était, mais en gros c'était comment s'impliquer dans cet écosystème, en fait quels outils, comment tu onboardes sur Starknet, c'est-à-dire que ce soit d'un point de vue dev, parce que j'ai vu qu'il y avait des devs qui me regardaient, mais d'un point de vue simple utilisateur, quels sont les wallets à utiliser, Ok, petit côté très bonne question. utilisateur centrique. Alors, au niveau des wallets, parce qu'on va dire que c'est le point d'entrée, il y en a deux wallets principaux qui sont ArgentX et Bravos. Okay. Donc ArgentX que vous connaissez peut-être parce qu'ils vous avez déjà un wallet sur Ethereum qui s'appelle Argent. ArgentX c'est la branche Starknet de Argent. Et Bravo, c'est un wallet qui est 100% Starknet. Donc, il a été construit nativement pour Starknet et uniquement compatible Starknet. Les deux fonctionnent très bien. En vrai, ils sont vraiment bien. Ils ont même des features très innovantes, très cool qu'on n'a même pas sur des wallets Layer 1. Et côté hardware wallet, vous avez Ledger, qui est assez impliqué dans l'écosystème Starknet, à vrai dire. Ils ont le même team dédié, dirigé par Nicolas Baca, qui travaille vraiment à builder des choses sur Starknet. On a très souvent l'occasion. On a reçu la semaine dernière. Ah, d'accord. Ok. Bon, et franchement, surtout, c'est un gros signal parce qu'il faut savoir que Nicolas Baca, qui est un spécialiste de la sécurité, tu vois, qui est le cofondateur de Ledger, qui a longtemps été CTO, et normalement, il est très critique face aux solutions techniques. C'est-à-dire que ce qu'il adore, c'est voir la petite bête et dire, tiens, ça va pas marcher, et ça lui fournit une grande satisfaction, tu vois. Et donc, moi, quand je vois qu'il y a quelque chose qui plaît pas à Nicolas, bon, je me dis, à la limite, c'est normal. Mais quand c'est pas forcément ce que je vais regarder. Mais quand il y a quelque chose qui lui plaît, alors ça, par contre, c'est un signal parce que c'est très rare et j'ai quand même noté de l'enthousiasme par rapport aux solutions, au Stark notamment, à la composabilité, en fait, aux nouveaux usages que ça va créer qui n'existaient pas avant. Sachant que normalement, lui, il est vraiment Bitcoin maximaliste, c'est-à-dire que même Ethereum, ça ne lui plaît pas trop. Et c'est marrant de voir qu'il trouve un intérêt. Et ben en fait, si tu veux, c'est pour Ledger, en fait, c'est pour moi, de mon interprétation, c'est qu'en fait, c'est le monde parfait. Pourquoi? À deux niveaux. Un mec comme Nicolas Baca qui est intéressé par la cryptographie, de la sécurité, etc. Les Zero Knowledge Proof, évidemment que ça me fait kiffer de fou. Et de deux, sur la partie, quand tu es un mec qui développe des solutions pour des wallets, la Code Abstraction, c'est un terrain de jeu idéal. En fait, il y a l'imagination est à limite. En fait, là, ils sont déjà en train de travailler sur des trucs, genre il y a un truc sur lequel ils travaillent qui s'appelle Fresh. C'est complètement délirant. En fait, c'est un wallet en wallet, quoi. En fait, c'est vraiment délirant. Bon, il aura l'occasion d'en parler, mais c'est complètement dingue. On a des gens qui, avec la Code Abstraction, on fait tu peux interagir avec un smart contract en déverrouillant ton Face ID sur ton téléphone, ce genre de choses. C'est complètement fou. Ça existe déjà sur Starknet, c'est vrai, et ça devrait arriver sur Ethereum avec le IP 4337, si je me trompe. Ouais, alors c'est un début. Ça sera pas aussi puissant que la Code Abstraction, mais c'est un début. Ouais, tout à fait. C'est un premier pas vers la Code Abstraction, mais c'est pas. Et la Code Abstraction, c'est déjà en production. Oui, on n'a pas dit ce que c'était déjà. Ouais, qu'est-ce que c'est et est-ce que c'est en production sur Starknet? Oui, alors, c'est en production sur Starknet. Qu'est-ce que c'est? L'idée, c'est de se dire, vous savez, sur Ethereum et sur la majorité des blockchains, en fait, vous avez deux types d'accounts. Il y a les accounts contrôlés par un utilisateur, donc vous, qui sont contrôlés par une clé privée, et il y a les smart contracts. En fait, c'est deux types d'accounts différents. L'un a du code et l'autre est contrôlé par une clé privée. Et l'idée de la compte abstraction, c'est de se dire, en fait, on n'a qu'un seul type d'account et tout est un contrat, y compris les accounts pour les utilisateurs. Et en fait, ça débloque plein de choses. Parce qu'en fait, ça veut dire que vous n'êtes pas contraint sur les mécanismes d'authentification pour accéder à votre wallet. Vous pouvez avoir plein d'implémentations d'accounts contract pour signer. Vous pouvez imaginer plein de choses, des trucs qui sont pas signés, si vous voulez faire d'un smart contract que tout le monde peut appeler. Évidemment, faut pas le faire, c'est risqué. Mais vous pouvez faire
Vous pouvez faire des mécanismes d'authentification les mêmes que sur Ethereum, les mêmes que sur Bitcoin, les mêmes. Donc ça peut être intéressant aussi pour l'interopérabilité avec d'autres écosystèmes, ce genre de choses. Vous pouvez imaginer vraiment plein de trucs. Aussi un truc comme les social recovery wallets. Donc ça c'est un truc que Vitalik il en parlait beaucoup à un moment. Voilà, des wallets dans lesquels si vous avez un problème, vous pouvez toujours vous en sortir, etc. On peut faire plein de choses avec la compte abstraction. Et ça c'est natif sur Starknet et depuis le début, en fait, on l'a toujours eu. La compte abstraction, on est parti dès le début avec ça. Ce qui fait que, par exemple, sur Ethereum, c'est compliqué de l'avoir, c'est à cause du poids du legacy, parce que, en fait, pour des raisons de rétrocompatibilité, on peut pas d'un coup dire on a de la compte abstraction, mais qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là de tous les wallets qui ont été créés jusqu'à présent. Donc, on est toujours obligé de gérer la rétrocompatibilité, ce qui fait que ça freine évidemment les innovations, etc. Donc voilà ce que c'est la compte abstraction. Et oui, on l'a sur Starknet, on l'a depuis le début et on le met très en avant parce qu'en fait, c'est un vrai terrain d'innovation fertile. C'est clairement un élément différenciant. Et surtout, il y a des verticales dans lesquelles c'est génial, notamment la verticale du gaming qui est en train de se développer très fortement sur Starknet. La verticale du gaming, pourquoi? Parce que si vous voulez faire des jeux qui sont on-chain, premièrement, c'est très gourmand en nombre de transactions. Donc ça va être potentiellement très cher, etc. Donc ça va être résolu par la scalabilité de Starknet parce que les transactions sont pas chères. Mais ça suffit pas parce qu'en fait, si aussi les transactions sont pas chères, mais à chaque fois vous devez interagir avec votre wallet, imagine une partie de 20 minutes dans laquelle tu vas faire c'est très pénible, c'est juste pas utilisable en fait. C'est plus que très pénible, c'est juste personne va jouer à un jeu dans lequel tu vas faire 20 minutes des session keys pour autoriser d'avance toutes les interactions pendant une fenêtre de temps avec un contrat particulier pour limiter la casse, bien sûr. Et donc, à la place de déplacer vos pions dans un jeu d'échecs toutes les 8 secondes en signant une transaction sur votre MetaMask-like ou quoi que ce soit, vous allez avoir automatiquement, en fait, cette instruction qui va être approuvée parce que vous avez une clé de session qui autorise cette application enfin, voilà. Vous voyez un peu le concept? Ouais, tout à fait, ouais, c'est ça. Exactement. Ouais. La compte abstraction, ça permet de faire ça. C'est pour ça que je dis sur la verticale du gaming, c'est beaucoup utilisé et il y a plein de choses. Et aussi, on peut vraiment avoir des mécanismes d'onboarding beaucoup plus simples en fait pour les nouveaux, parce que voilà, vous arrivez à nouveau, vous dites ouais, t'as ta site phrase, c'est 12 mots, faut pas les perdre, faut que tu les stockes, nanana. Là, avec la compte abstraction, vous pouvez faire des modes d'authentification qui sont web de like. Mais pour autant qu'il y a le même niveau de sécurité. Un truc plus simple, par exemple, c'est si jamais vous avez peur de perdre votre seed ou quoi que ce soit, vous pouvez, sur un wallet exotique qui n'existe pas, dire que s'il n'y a pas de transaction qui est broadcastée depuis ce wallet sur 6 mois, vos fonds sont automatiquement transférés sur l'adresse de vos grands-parents ou autres, ou de votre fils, pour que éventuellement vos fonds ne soient pas perdus si jamais il vous arrive quelque chose, ou si jamais vous avez perdu la seed. En cas d'inactivité, vous avez défini une adresse de transmission, admettons, d'héritage. Et donc, vous pouvez paramétrer toutes sortes de conditions arbitraires, exotiques, complexes. Si jamais il fait 18 degrés à Rio de Janeiro, vous pouvez faire en sorte que votre wallet envoie une transaction parce que cette condition a été honorée. Et en fait, c'est une évolution de la même ampleur, à mon sens, que la nature des transactions entre Bitcoin et Ethereum. Sur Bitcoin, on peut faire des paiements sommaires de quelqu'un de Alice vers Bob, et c'est déjà très bien. Sur Ethereum, on peut avoir des conditions, des contrats intelligents qui vont faire en sorte qu'un paiement est exécuté que si une condition définie particulière est honorée. Voilà. Ouais, complètement. Il y a un mentor qui est venu sur le chat, c'est un builder sur l'écosystème Starknet. Il a partagé le lien de Starknet Ecosystem. Donc, c'est un lien dans lequel vous pouvez trouver la quasi-totalité des projets qui construisent sur Starknet. Donc, Mentor, c'est la personne qui crée ce site. Il a aussi d'autres projets sur Starknet. Et d'ailleurs, Mentor, tu peux parler en français dans ce chat. Il est en français. Donc, merci d'écrire en français. Donc, voilà. Donc, Starknet Ecosystem, c'est un très bon point d'entrée pour si vous voulez découvrir des projets par catégorie. Genre, vous voulez les projets DeFi, les projets NFT, les projets gaming, etc. Donc, ouais, très bon point d'entrée. D'ailleurs, Mentor aussi qui a contribué beaucoup sur Kakarot. On aura l'occasion de revenir après dessus. Ouais, je reprends les questions justement. Donc, c'était les points d'entrée. Donc, merci pour le Starknet écosystème. En fait, c'est là où on va avoir les DApp à tester, tout ça, c'était revenir. Est-ce que tu peux être un nœud opérateur ou pas? Tu vois, comment participer au mieux au réseau, devenir un nœud? Est-ce que c'est possible, pas possible? Donc, moi, j'avais retenu séquenceur, prover. Pour l'instant, ces fonctions sont pas ouvertes. T'as raison. Il y a un autre type de nœud. Du coup, j'ai pas parlé, mais t'as raison. Il y a séquenceur, prover. Il y a aussi les full nodes.
Les full nodes, vous pouvez. Les full nodes, en fait, bah, c'est comme sur Ethereum ou Bitcoin. C'est des nœuds qui participent pas au consensus ou à la sécurité, mais qui voient tout passer. Donc ça, vous pouvez, oui, tout de suite, lancer votre propre nœud Starknet. Il y a Juno et Pathfinder qui voilà, Juno et Pathfinder. Bon, d'ailleurs, petit alpha, on va réviser le nôtre. Allez, je vais pas committer, mais très très bientôt. Un full node Starknet aussi qui est développé par Starkware, qui est aussi en Rust et qui va sortir très très prochainement en open source. Donc voilà, vous pouvez lancer votre full node. Là, on est d'accord qu'il n'y a pas de rémunération, c'est juste en fait la capacité d'avoir l'historique et de vérifier soi-même certaines propriétés. L'incentive, c'est la souveraineté, exactement. Ouais. C'est d'avoir sa propre souveraineté, etc. Ouais, tout à fait. Mais c'est un moyen voilà, de participer au réseau, etc. Ouais, voilà, ce qui est classique. Ouais, tout à fait. Mais en tout cas, les rôles des séquenceurs ouverts ne sont pas encore ouverts. On a fait le tour, c'est-à-dire que tu peux être un utilisateur, donc là tu passes par les wallets que tu as cité, Argent X, Bravos. Ensuite, si tu veux voir l'écosystème, tu vas sur Starknet écosystème, là tu vois les différentes dApps qui sont accessibles. Et ensuite, voilà, il y avait les différentes, tu peux entrer dans le code. Il y avait une question justement qui était plus relative au code. L'environnement Starkware se développe-t-il également en Solidity ou un autre langage? Donc là, ça passe par Cairo avec cette évolution de Cairo.1 que tu as dit. Donc l'onboarding sera de plus en plus simple. Mais il y avait ce choix d'utiliser un langage de programmation en fait dédié parce que il était le mieux à même de respecter certaines propriétés que vous cherchez. Ouais, c'est une très bonne question. Ouais. Pourquoi pas Solidity? Pourquoi pas VM compatibilité? En fait, donc je l'ai pas dit tout à l'heure explicitement, mais dans le domaine des zero knowledge proof, d'accord, on va travailler sur des systèmes cryptographiques qui sont très particuliers, notamment pour ceux qui savent, on va travailler en fait que avec des polynômes et on va travailler dans ce qu'on appelle des corps finis et en fait on va faire que de l'arithmétique modulaire. Sans rentrer dans les détails de ce que c'est, mais en gros c'est très différent de ce qu'on va avoir sur Ethereum. Et ce qui fait que utiliser l'EVM pour faire un ZK rollup, c'est essayer de faire rentrer un carré dans un rond, en fait, pour la faire très très simple. C'est-à-dire que vous allez essayer de prendre quelque chose qui n'est pas naturellement designé pour être facilement prouvable et vous allez essayer de le rendre prouvable. C'est ce que font tous nos concurrents. Pour être très clair, Polygon, Scroll, Zcasing, c'est ce qu'ils font tous. Et c'est ce pourquoi. Non, mais c'est une approche qui se tient parce qu'en fait, la compatibilité EVM, bien sûr que ça a des avantages. C'est pas le point là où je veux en venir. C'est le copier-coller. C'est que, ouais, exactement, le copier-coller, ramener des gens, etc., utiliser le tooling de l'infrastructure qui existe déjà. Il y a plein de vertus à ça. Ce que je veux juste dire, c'est que nous, on a pris le parti de se dire, tant pis, on va sacrifier la compatibilité, etc., mais on va essayer de designer le système le plus optimal pour ce qu'on veut faire, en fait. De la même manière que Solidity a été inventé parce qu'en fait, il n'y avait pas de langage qui permettait de faire des smart contracts, donc on a inventé un langage qui permettait de répondre à ce besoin précis. Là, le besoin précis, c'est de faire un système qui est prouvable de manière optimale. C'est pour ça que Cairo a été inventé. Ce qui fait qu'on est les premiers actuellement à être sortis, et ce qui fait que construire une ZK EVM, c'est beaucoup plus long, en fait. Parce que, comme je vous l'ai dit, le VM est tellement différent, etc., que la rendre prouvable, c'est compliqué. Alors, il y a le projet Warp, exactement, qui permet de transpiler du Solidity au Cairo. C'est l'entreprise Nethermind qui le fait. Nethermind qui est aussi très connu dans l'écosystème Ethereum. Ils ont notamment un client Ethereum qui développe. Alors, il y a deux choses que vous pourrez explorer, ceux qui viennent de l'environnement Solidity et qui veulent continuer à faire du Solidity. La première, c'est celle qui vient d'être citée, c'est Warp, qui permet de transpiler du code Solidity en code Cairo. Et la deuxième, c'est Kakarot. On va revenir, je vais reprendre un peu de... Tu peux répéter, j'ai mal entendu. Le deuxième, c'est Kakarot. C'est un projet, je vais en parler, je vais expliquer ce que c'est. On va prendre un peu de recul et on va parler des différents types de ZK-EVM. Donc, il y a un article qui est très bien de Vitalik, il n'y a pas très longtemps, qui a expliqué les 4 types de ZK-EVM. Pour faire simple, il y a 4 types. Donc, la ZK-EVM type 1, c'est la plus pure. C'est celle qui est compatible à 100% avec Ethereum dans son ensemble. Pas que l'EVM, mais aussi la structure de données d'Ethereum, tout. Un ZK-EVM type 1, c'est la parfaite compatibilité avec Ethereum. Il n'y en a aucune pour l'instant. D'accord? Parfait. Voilà, c'est réglé ça. Ça, c'est réglé. Il n'y en a aucune. Voilà, il n'y en a aucune, mais potentiellement plusieurs veulent tendre à aller jusque-là. C'est la plus compatible avec Ethereum, mais c'est la moins performante. Donc, on va, pour faire très simple, plus on descend, plus le chiffre est petit, plus il est compatible avec Ethereum, mais moins il est performant. D'accord? On continue. ZK-EVM type 2, c'est une compatibilité parfaite au
Oui, c'est le surnom de Son Goku, là. Ouais, exactement. Kakarot, c'est une référence à l'univers Dragon Ball. C'est pas son surnom, d'ailleurs, c'est son vrai nom d'origine. Parce que, voilà, bref. Donc, ZKVM type 2, c'est la compatibilité parfaite au niveau de l'EVM, uniquement l'EVM, c'est-à-dire prendre un bytecode. Donc, en fait, quand vous déployez un smart contract, vous l'écrivez d'accord en Solidity, mais à la fin, il va être compilé en bytecode qui va être déployé sur Ethernet. Donc, ZKVM type 2, c'est la compatibilité parfaite de l'EVM. Donc, à la fois, tous les opcodes qui comprennent l'EVM, les opcodes, c'est toutes les fonctions atomiques de l'EVM, hein. Une addition, une multiplication, etc. L'EVM, c'est 142 opcodes. Donc, c'est encore une petite brique qui compose tout ce que vous pouvez faire avec un smart contract. D'accord? Donc, il y a 142 opcodes et il y a aussi quelques précompiles. Ce sont des trucs spéciaux, en fait, qui seraient trop coûteux de faire avec l'EVM. Donc, on leur a fait un moyen détourné de s'exécuter en dehors de l'EVM. Voilà, exactement. Un shortcut pour pas que ça coûte trop cher en gaz. Il y en a 8 ou 9, je crois. Notamment, il y a l'algorithme de hash SHA-256, il y a des opérations de cobaleutique, il y a de la vérification de signature. Donc ça, c'est des précompiles, c'est comme si c'était des smart contract système, mais on peut pas les déployer. En fait, ça passe par un hard fork pour ajouter un précompile, d'accord? Ça passe par un EIP, etc. Ok, ZKEVM type 2, c'est ça, compatibilité parfaite avec l'EVM. ZKEVM type 3, on a une compatibilité presque parfaite au niveau de l'EVM, mais on prend certains raccourcis, soit on va avoir certains opcodes, donc les fonctions atomiques qui vont être un peu différentes. Par exemple, il y a un opcode qui s'appelle, qui sert à faire un hash, le fameux Ketchak, d'accord, qui est l'algorithme de hash sur Ethereum. Il y a un opcode, une fonction primitive dans l'EVM qui permet de faire ça. Là, dans une ZKEVM type 3, vous avez le droit de dire, OK, je ne vais pas utiliser Ketchak, mais je vais utiliser une fonction de hash qui est plus ZK-friendly, justement, parce que l'un des gros désavantages de l'EVM et pourquoi elle n'est pas prouvable, c'est en grande partie à cause de Ketchak. Donc, une ZKEVM type 3 a le droit de faire du petit tuning sur certains opcodes. Donc, comme ça, votre contrat, vous allez pouvoir le faire tourner, mais il va prendre quelques raccourcis pour optimiser. Et pareil, vous n'avez pas à supporter les précompiles, les fameux contrats dont je viens de parler. Là, tout le monde est quasiment maintenant en type 3. Okay. Ouais, donc que ça soit Scroll, que ça soit Polygon, bon, Zcasing qui sont en type 4, donc je vais venir en type 4. Le type 4, c'est quoi? Donc Kakarot, pour l'instant, c'est un type 3. Je vais réexpliquer après ce que c'est Kakarot, mais Kakarot, c'est un type 3. Ensuite, on a les types 4. Donc là, on passe d'un langage haut niveau à un autre langage haut niveau qui va être prouvable. Donc, typiquement, le projet qui a été cité Warp tout à l'heure, c'est ça, c'est transpiler du code Solidity en code Cairo. Ce qui fait que vous allez pouvoir utiliser du code qui existe sur Ethereum, mais in fine, en fait, vous allez faire une soupe pour le traduire dans le langage cible, et après, vous recompilez avec le langage cible, et vous pouvez déployer. Donc là, on a deux grosses ZKVM type 4, il y a Zcasing qui sont partis sur cette approche. Ils ont un langage et ils ont la possibilité de passer des langages Solidity à leur langage. Et on a Warp qui permet de passer de Solidity à Cairo. Donc voilà. Donc ça, c'est les différents types de ZKVM. Les types, plus on descend dans les types, plus ils sont performants, mais moins ils sont compatibles avec Ethereum. Donc ça dépend le compromis de ce que vous voulez. En gros, si vous voulez réutiliser de l'infrastructure Ethereum, des outils d'Ethereum, etc., vous avez tout intérêt à monter en compatibilité, mais au prix de performance dégradée. Des types 2, tu n'as pas donné d'exemple? Il y en a? Il n'y en a pas encore. Ok. Bon, c'est vraiment le marché s'est concentré sur le 3 et 4, quoi. 3 et 4, exactement. Et bien sûr, l'idée pour, par exemple, Polygon et Scroll, en tout cas, eux, ils veulent monter dans les types. Ils veulent aller jusqu'à type 2, voire type 1. Je crois que Scroll, leur objectif, c'est type 1. J'ai pas précisé, mais type 1, on peut imaginer un monde dans lequel, en fait, vous trouvez Ethereum lui-même au niveau du layer 1. C'est aussi pour ça que les gens veulent monter. Par exemple, si un concurrent, un jour, ou quelqu'un arrive à faire une ZKVM type 1, c'est-à-dire que dans le futur, on pourrait utiliser ça au niveau du layer 1 lui-même et d'avoir un layer 1 qui est prouvé. D'ailleurs, Vitalik, pour lui, il voit dans un monde dans 10 ans où ce que le L1 lui-même soit prouvé. Il voit des Stark partout, en fait. Partout. Okay. Même au niveau Stark, c'est quand même une innovation majeure, hein, parce que je remarque que tous les plus grands esprits de l'écosystème ont l'air de tendre vers cette techno et de vouloir la généraliser au maximum, quoi. Donc, c'est quand complètement. Même, complètement. Et avant les Stark, il y avait les Snark. Oui. Et la grosse différence entre les deux, il y en a pas, mais la différence majeure, c'est que les Stark, donc le T de Stark, ça veut dire transparent. Et qu'est-ce que ça veut dire transparent? Ça veut dire qu'il n'y a pas besoin de faire une cérémonie initiale, le fameux Trusted Setup. Donc par exemple, quand vous avez besoin d'un Trusted Setup, en gros, pour faire simple, c'est que vous avez besoin de faire une cérémonie
pour sécuriser le Mais système. c'est l'héritier de Zcash. C'est-à-dire que c'est la fin de la Ouais, succession, tout à l'évolution de fait. Zcash. D'ailleurs, Zcash, tu sais que Eli Ben Sasson, le président de Starknet, est cofondateur de Zcash. Et oui, 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 Donc, Samy me l'avait dit. Donc c'est pas un hasard en fait de d'où ça vient. Alors attends, j'essaie de remonter. Je reviens sur oui, bon, il y a le One Token, mais ça on en a parlé. Le token en fait aura la fonction de permettre à l'écosystème de se décentraliser en rémunérant certaines fonctions qui pour l'instant sont opérées par un seul acteur, même si tout le monde peut prouver. Alors, tac, tac, tac. Qu'est-ce que je sais? J'essaie de. Si tu vois des questions auxquelles tu veux ouais, bah, il y a quelqu'un répondre. qui me demande j'ai quel diplôme, diplôme d'ingénieur. Ingénieur Ah ouais, informatique oui, plus spécialisé énormément de passion, parce que je monétique, pense qu'il y a ce que tu sécurité as, système. il y a ce que tu as appris à l'école et il y a ce que tu as appris sur le terrain. Je pense que tu es Ah quand oui, même bien allé sûr. pratiquer. Ouais, complètement. Les auditeurs, est-ce que ça a été audité? Ah, il y a pas mal de questions aussi Alors, sur les ressources. Où c'est hein, que je peux apprendre du Rust? Où c'est que ouais, je peux avoir de la doc sur les zero knowledge proof? Je veux dire, ouais. la ressource. Bah attends, mais là, Samy, c'est un petit passage pour toi. Peut-être que tu veux faire un spoil Alors, c'est quoi? Des est-ce que je ressources pour dirais, apprendre ouais, solide, toi, tu t'es Rust, focalisé sur. Cairo. Pour l'instant, ouais, vas-y, bah, si tu veux parler. En plus, il y avait une question sur notre Guardian. Tout à l'heure, il y a quelqu'un qui a dit when Cairo Starknet sur notre Guardian. Ah ouais, bah alors ouais, pour ce qui en est de notre Guardians, on ne peut pas apprendre Solidity dessus. C'est Oui, c'est peut-être une vrai. erreur de communication de notre part, c'est pas fait pour ça. Mais on peut augmenter son niveau en Solidity ou venir tester ses capacités en Solidity pour l'instant, pour ce qui en est de Solidity. À mesure qu'on avance dans le temps, on pourra ajouter différentes quêtes, différents challenges qui s'adresseront aux personnes qui viennent de démarrer, voilà, qui souhaitent démarrer sur Solidity. Et notre prochaine intégration va être Cairo 1.0. Et donc, on est en train de préparer le Ah, terrain pour pouvoir faire ça dans de bonnes conditions. On espère pouvoir offrir quelque chose de très complet à partir de mai 2023. Voilà, mai donc 2023. tu vas te synchroniser sur la prochaine évolution du code. Donc, dont tu Exactement. parlais, Abdel, voilà, ça sera finalement à l'heure du temps, quoi. Exactement, exactement, et proposer des challenges dans cette nouvelle itération du langage et s'assurer que ces derniers soient aussi toujours compatibles parce que Cairo, c'est un langage qui évolue assez régulièrement. Donc, parfois, il y a des petits changements de syntaxe, etc. à considérer, mais nous, on va construire notre infrastructure de vérification et nos exercices de programmation en se basant sur un paradigme dans un monde où il n'y a que Cairo 1.0 et après faire évoluer ça à mesure que l'écosystème évolue. Et puis voilà, après J'ai on une est. question sur Ouais. ce positionnement attendu de Cairo. Est-ce que ça sera pareil pour apprendre Cairo ou est-ce que ça s'adressera à des gens qui connaissent déjà Cairo et qui veulent se tester? Alors, nous, du moins, c'est notre Cairo vision. 1. On pense que Cairo, c'est pas le langage vers lequel tu devrais te tourner sans expérience préalable en programmation. Donc, et on peut peut-être se tromper dans cette lecture-là, mais pour avoir un maximum de pertinence, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on va quand même garder une conception des exercices qui s'adresse à quelqu'un qui a un minimum une sensibilité qui est un peu familier avec la programmation, etc. L'univers. Parce que de toute façon, voilà, Cairo n'est pas un starter langage, etc. pour le moment. Après moultes évolutions, ce sera peut-être le cas. Donc, moi, j'ai envie de recommander à tout le monde d'essayer de toute façon, parce que ça coûte rien d'essayer, c'est gratuit, et il y aura toutes sortes de tutos, etc. pour venir se faire la main là, sur Cairo. Mais nous, on pense que c'est quelque chose qui va s'adresser à quand même des développeurs qui ont un bagage. Pareil pour Solidity, on n'explique pas certaines choses sur JavaScript ou d'autres concepts de base de Solidity parce que ouais, Ok, ok, ok. Mais non, mais de toute façon, il faut des connaissances préalables. Et toi, c'est surtout un outil qui permet à des développeurs de se challenger. En fait, tu viens te challenger sur notre Guardian, te apprendre et apprendre de nouvelles de choses. nouvelles. Et apprendre de nouvelles choses. Il y a à chaque fois le contexte qui est donné, par exemple pour les stealth address ou price oracle attack, etc. Ou comment faire une re-entrancy attack. On explique le mécanisme avec des infographies, un contexte et plein de choses et des exemples de code. Mais après, on donne un problème à résoudre. Et parfois, il y a certaines bases de chez bases que l'on ne va pas voilà, que l'on ne va pas expliquer. Et nous, notre projet, c'est à terme de rendre l'expérience la plus, on va dire, comme ils disent en anglais, wholesome, exhaustive, etc. Mais on doit composer avec des ressources limitées et essayer d'avoir un travail qui a le maximum d'impact. Et aujourd'hui, faire des ressources à 100%
pour traiter les bases en fait de Solidity, etc. C'est quelque chose qui à notre sens, était moins pertinent parce qu'il y a déjà pas mal d'alternatives qui existent chez la concurrence ou autres pour se former sur ces aspects basiques. Donc, nous, on s'est dit, on va essayer de compléter le paysage des ressources pour les développeurs en se concentrant sur les points qui sont un peu moins explorés, un peu moins couverts, et apporter quelque chose qui est plutôt complémentaire avec ce qui existe déjà sur d'autres plateformes. Mais à terme, avec grand plaisir, étendre le set de ressources pour des trucs, pour couvrir les bases, etc. Ce serait génial. Voilà. Bon, mais parfait. Il y a un développeur junior qui pose une question. Vous conseillez quoi du coup pour apprendre le langage Rust, Cairo, Solidity? Je te conseillerais d'apprendre le Rust en premier. Pourquoi? Pour une raison simple, c'est que en fait, cet apprentissage-là, il va te servir quoi qu'il arrive, même en dehors de la blockchain. Donc, ça me paraît être un très bon point d'entrée. Et ensuite, une fois que tu apprends Rust, Cairo va être facile. Et en plus, même tu peux développer sur les custom Starknet, même si tu fais pas des smart contracts, parce qu'on parle des smart contracts, mais tu peux très bien déployer plein de trucs qui sont off-chain et on est majoritairement fan de Rust sur les custom Starknet. Donc, apprends Rust, viens construire des choses sur Starknet et ensuite apprends Cairo. Donc, tu vas faire dans cet ordre-là, monsieur Soget. Et Rust, très facile, très bien documenté. Enfin, très facile. C'est pas très facile Rust, mais c'est très bien documenté. Il y a beaucoup de ressources. Tu prends la doc, le Rust Book officiel et Rustlings, qui est un outil interactif pour apprendre le Rust et t'es Gucci. Ok, moi je vais t'enchaîner un petit peu parce que si tu vois d'autres questions, vas-y, réponds. Si tu as vu des trucs qui t'ont sauté à l'œil, n'hésite pas. J'ai vu, on n'a pas encore parlé de la concurrence, mais... Voilà, exactement. Moi, c'est là où je veux arriver. Mais alors, avant de faire la concurrence, en fait, donc là, on a fait un gros focus Starknet. Évidemment, c'est ton cœur de passion, mais tu as quand même, tu as été le champion de l'EIP 1559. Enfin, tu as travaillé avec Cosmos. Enfin, donc, tu as quand même une vision très large de l'écosystème des cryptos. Et moi, ça m'intéresse aussi. Donc, déjà, quelques mots sur qu'est-ce que tu attends sur Ethereum, l'actualité Ethereum. Est-ce que tu vois des gros passages, des gros challenges, quelques mots sur Ethereum, qui est quand même le fer de lance. Hein. Ouais, tout à fait. En ce qui concerne Ethereum, des gros changements que j'attends, évidemment. Il y en a un qui justement est très lié, très orienté pour les Layer 2. C'est le fameux proto. Il y avait une question par rapport à ça d'ailleurs. Hein, mais ça, je vais revenir après. Excuse-moi, je te coupe. Désolé. Donc la fameuse IP 4844 qui justement clairement designée pour faire en sorte que tous les opérateurs de roll-up soient plus efficaces et notamment de réduire drastiquement les frais de transaction. On parle d'un ratio à minimum de 10 encore, donc réduire diviser encore par 10 les frais de transaction sur le L2 grâce à une évolution sur le layer 1 qui va résoudre un problème qui est le goulot d'étranglement actuellement au niveau d'Ethereum, qui est c'est pas l'exécution, c'est la data, donc les données. En fait, les layer 2, on est très gourmand en données, parce qu'en fait, que ce soit les optimistic rollup ou les ZK rollup, les optimistic rollup, ils vont soumettre des bundles de transactions, et nous, on va soumettre les différences d'état à chaque fois qu'on va prouver un bloc. Donc, en fait, on a besoin d'envoyer beaucoup de data, beaucoup de data à Ethereum. Et pour l'instant, on utilise ce qui s'appelle de la call data. Et la call data, c'est cher au niveau d'Ethereum. Il y a un autre problème, c'est que, vous savez, sur Ethereum, on n'a qu'une seule ressource, qui est le gaz, qui en fait représente des ressources très différentes par nature. On va avoir des ressources qui sont gourmandes en calcul, on va avoir des ressources, c'est du stockage, etc. Et en fait, il est très difficile d'avoir une politique de prix qui va marcher dans tous les cas parce que les ressources sont très différentes. Je vous dis un exemple. Nous, on utilise du call data pour envoyer de la donnée à Ethereum. Mais comme il n'y a qu'une seule dimension au gaz sur Ethereum, admettons, il y a un projet qui a du succès sur le Layer 1, donc un nouveau projet NFT de photos de singes qui se lance et qui marche bien. En fait, le prix du gaz sur le L1 il va monter et ça veut dire que le coût de la call data va monter. Et ça veut dire que tous les L2 vont soudainement payer beaucoup plus cher pour envoyer. Donc, il y a un gros problème. Et de vice-versa, quand il y a une activité économique accrue sur les L2, ça va faire monter le prix des L1 parce que les L2 vont soumettre plus de données sur le L1 et donc entrer en compétition sur le marché de donc, cet avènement des L2 a quand même créé un effet de congestion. Et c'est. Alors pour l'instant, on ne le voit pas encore dans ce sens-là. Il n'y a pas assez d'usage sur les L2. C'est plus dans le sens de L1 qui est fait. Ok, c'est plutôt la congestion des L2 qui va créer un. Ok. C'est que tous les L2 payent plus cher. Ouais, exactement. Ouais.
Donc voilà. Donc ça, ce changement, il va introduire un nouveau marché de frais spécial pour les L2 qui va pas rentrer en compétition avec vous, l'utilisateur, hein, je veux dire. Il y aura le prix du gaz sur Ethereum, mais il y aura le prix de cette donnée pour les L2 qui sera à part. Il y aura un marché spécifique pour ça. Donc ça, c'est le premier gros changement. La donnée, on pourra se mettre. Moi, d'un point de vue plus général, toujours optimiste par rapport à ton état d'esprit par rapport à Ethereum. Ah oui, mon état d'esprit par rapport à Ethereum, toujours optimiste, toujours de l'espoir, mais pas sans doute. Voilà, pas sans doute. Voilà. Pas sans doute. Je veux préciser. Oui, s'il te plaît. Ouais. Alors, tu sais qu'on est en même temps en ce moment, c'est Noël, hein, n'oublie pas. Je veux dire, là, c'est la saison des fêtes. On a beaucoup souffert pendant l'année. Tu vas évidemment, tu vas nous livrer. Il faut que tu sois honnête avec nous. Voilà, d'avoir une approche objective et voilà, honnêteté intellectuelle, etc. Alors, je veux préciser quelque chose, c'est que si Ethereum rate sa mission, je ne crois absolument aucun autre L1 à part Bitcoin. Pour être très clair. Si Ethereum rate, il n'y a aucun qui peut rattraper le coup. D'autre part, je crois toujours à Ethereum. Donc je suis toujours optimiste, etc. Mais pourquoi je dis que j'ai certains doutes? Enfin, il y a des choses encore à confirmer. Dit autrement, je pense qu'on est là tout de suite dans le money time pour Ethereum. On est dans le moment où il est le plus vulnérable à être capturé, à être attaqué à grande échelle par un État, etc. Soit un État ou soit vraiment la régulation, etc. En tout cas, si je devais attaquer Ethereum, c'est maintenant que je vais attaquer. Ce délire de la censure, là, je sais plus comment ça s'appelle, c'est les OR. Voilà, l'OFAC compliance, ouais, voilà, exactement. Donc ça c'est quelque chose qui te préoccupe pas? Avec les flashbots et tout ça, le maximum extracted value, où justement, pour optimiser au mieux les frais de transaction, tu passes par des acteurs qui intègrent en parallèle des motions de censure pour eux-mêmes ne pas aller en prison, parce que quand tu regardes ce qui est arrivé au mec de ton réseau cash, en fait, tu comprends aussi pourquoi certains opérateurs qui sont identifiés vont pas être si... Je veux dire, vont être bien compliants, ce qui est bien triste, hein, je vais te dire. Mais... Ouais, complètement. Ouais. Donc ça, oui, ça me... Donc, donc il y a quand même le spectre de la censure qui te préoccupe. Il y a le spectre de la censure qui me préoccupe, même si d'un point de vue utilisateur, il n'y a pas encore de censure effective, parce que même dans l'état actuel où on est monté à plus de 70% des validateurs qui étaient OFAC compliant, d'un point de vue utilisateur, il n'y a pas de censure. C'est-à-dire que votre transaction elle va passer en moins de temps que sur Bitcoin malgré tout. Voilà. Mais donc ça c'est comme sur Bitcoin, hein. Même c'est-à-dire du moment qu'il y a un mineur qui valide ta transaction, tu attends longtemps, mais elle est traitée. Exactement. Donc c'est pas encore catastrophique. Malgré tout, je me satisfais pas de ça et ça reste quand même quelque chose. On n'aime pas trop. On n'a pas encore vaincu Orwell, donc t'es pas sûr qu'on va vaincre Orwell. On est au coup de, disons que parce que c'est quand même un outil de liberté et d'émancipation. En fait, les cryptos face à quand même, il y a des États avec une volonté de surveillance et de contrôle qui est gloutonne. Et donc ça, ce combat, je veux dire, émancipation, surveillance, il n'est pas gagné. Ok. Ouais, tout à fait. Donc il y a ça. Malgré tout, voilà. Ça et le fait que pour l'instant la concentration du staking elle est trop concentrée sur quelques acteurs. Donc ça c'est pas bon. Et donc ça, la lueur d'espoir par rapport à ça, c'est déjà les withdraws. Quand les validateurs vont retirer leur stake, eh bien déjà on a un espoir que ça va se corriger parce qu'il y aura aussi d'autres acteurs qui vont proposer des alternatives décentralisées. On en a de plus en plus avec notamment Lido et Rocketpool qui est aussi plus décentralisé que Lido. Ouais, exactement. Donc il y a ça. Donc il y a ces deux trucs là fait que pour moi, Ethereum est là tout de suite. On est dans le money time. Voilà, je dis pas que c'est catastrophique, que j'y crois encore, etc. On va quand même dans le bon sens. Il y a des choses qui sont faites. Il y a un petit goût, une toute petite part de moi-même qui me dit est-ce qu'on n'a pas un peu trop rushé malgré tout le merge? Ça peut paraître paradoxal parce que ça a mis des années. Mais en fait, c'est un petit peu, c'est entraîné tout ça. En gros, c'est la précipitation relative du passage au proof of stake. Fait que la concentration du staking, ce genre de choses a entraîné ça et voilà. Bon, après il y avait des attentes, prévues de longue date. Alors là, excuse-moi, Abdel, mais je me fais une réflexion en temps réel avec toi. Et en cas de scénario apocalyptique et dramatique, je veux dire échec de notre ami Ethereum,
est-ce que des surcouches, typiquement Starknet, pourraient se greffer à Bitcoin, qui lui a l'air d'être plus résistant dans ce scénario d'apocalypse, et parce que ces propriétés quand même de programmabilité d'Ethereum, moi je les trouve louables. Mais le problème c'est qu'elles entraînent des vecteurs d'attaque qui pourraient se révéler, on ne sait pas si encore en fait ça va être fatal ou pas, donc on suppose que non, mais en cas d'attaque massive du réseau Ethereum, par différents acteurs qui se sont plus structurés, est-ce que les Starknet pourraient, ou il y aurait des surcouches de Bitcoin qui pourraient se révéler salvatrices, et en fait on reviendrait, c'est la version maximaliste, hein, où tu fais un layer 1 qui est bête et méchant mais très robuste, et derrière tu vas innover en surcouche en layer 2, et est-ce qu'on pourrait voir cette activité qui pour l'instant se développe quand même plus sur Ethereum arriver sur Bitcoin? Oh oui, mais moi, je signe tout de suite pour un monde dans lequel on a des zero knowledge roll-up sur Bitcoin, clairement. Moi, j'ai envie de voir ça. J'y travaille un peu en partie aussi quand je peux. Bon, malheureusement, j'ai pas beaucoup de temps de m'y consacrer. Mais il y a un projet notamment qui s'appelle ZeroSync, qui justement utilise Cairo et les Stark pour prouver la chaîne Bitcoin. C'est des débuts pour aller vers ça. C'est des choses qui permettent des cas d'utilisation qui n'ont pas besoin de changer le Bitcoin au niveau du layer 1, mais qui pour autant ont de l'intérêt. Donc, par exemple, vous pouvez imaginer un light client dans lequel en fait vous n'avez pas besoin de synchroniser la chaîne Bitcoin, mais pour autant vous pouvez avoir la preuve de la validité d'un bloc grâce au Stark Proof. En fait, comment ça marche, c'est que littéralement les règles de consensus Bitcoin ont été codées en Cairo, et ce qui fait que ça devient prouvable. Et donc là, tout de suite, là aujourd'hui, on est déjà capable avec ZeroSync de prouver des blocs Bitcoin. Il n'y a pas encore le support, par exemple, de Miniscript ou de ces choses-là, mais les transactions, les blocs readers Bitcoin, on peut les prouver tout de suite là, aujourd'hui. Et l'idée, c'est de même d'aller plus loin et d'avoir un système où on pourra avoir une méga preuve de toute la chaîne. Là, pour l'instant, dans un système, on a une preuve pour des rangées de blocs, par exemple, une preuve pour prouver 2048 blocs Bitcoin. Mais l'idée, c'est aussi d'utiliser la récursion des preuves pour avoir une maxi preuve, une méga preuve de toute la chaîne. Et avec une simple preuve, tu es capable de vérifier toute la chaîne Bitcoin sans avoir à tout exécuter. Parce que là, le seul moyen à l'heure actuelle de vérifier la chaîne Bitcoin, c'est de prendre son petit full node et de prendre le Genesis et d'exécuter tous les blocs un par un. Et grâce à ZKP, en fait, non, vous n'avez plus besoin de faire ça. Il y a aussi des cas d'utilisation qui pourront être utilisés potentiellement dans les implémentations elles-mêmes de Bitcoin Core, en fait, du nœud Bitcoin. Parce que un des problèmes que vous avez, par exemple, sur Bitcoin, c'est que vous allez avoir votre nœud, il va être connecté à des peers, d'accord, il va échanger des données, etc. Mais il y a des possibles vecteurs déni de service par rapport aux peers, parce qu'en fait, vous n'avez pas de moyen facile de savoir s'ils sont connectés à la chaîne la plus longue. Grâce à ce système de preuves avec ZeroSync, vous pourrez dire par exemple et Coco, donne-moi une preuve que tu es bien connecté à tel bloc, etc. Le mec vous donne la preuve et là, vous pouvez initier la communication, etc. Donc, vous pouvez éliminer pas mal de choses. Parce que pour pallier à ça, il y a une notion de checkpoint qui va être rajoutée dans le code de Bitcoin Core. Et c'est pas bien, en fait. Ça rajoute des points un petit peu de trust. Ça rajoute de la trust, ouais, exactement. Ça rajoute des trust assumption, des choses qu'on veut pas. Normalement, le snapshot, c'est le bloc zéro. Des trucs comme Solana ou Aptos qui ont, à mon sens, un state qui devient au bout de 3 jours, qui fait un teraoctet, en gros, ou 100 gigas, je donne des chiffres au hasard. Ils font des checkpoints pour oublier, en gros, l'historique précédent, pour que la synchronisation soit plus rapide pour les nouveaux acteurs. Il y a Feltroid Prime qui me pose une question. D'ailleurs, c'est un petit gamin que j'adore. C'est un petit gamin parce qu'il a 19 ans littéralement. Il développe sur Starknet, mais vraiment, j'adore. Un jour, il faudrait que tu l'invites, Samy. Il y a une théorie très intéressante sur la théorie du développeur schizophrène. Mais vraiment, je parle sérieux, qui est très intéressante sur les langages comme Cairo, justement. On n'en a pas parlé, mais rapidement, je vais laisser un jour en parler. Sur Cairo, vous avez le code Cairo qui est, lui, il est prouvé. Mais il y a des choses qui sont compliquées à faire en Cairo qui vont coûter cher. Et il y a ce qu'on appelle des hints. Des hints, c'est des choses que vous pouvez demander au prouveur qui vont pas être exécutées en Cairo. Vous pouvez lui dire, prouveur, donne-moi la racine carrée de tel nombre. Il va vous répondre, etc. En fait, vous gagnez du temps. Mais par contre, pourquoi on parle de schizophrène, c'est que il faut vous dire, si le prouveur essaye d'être malicieux et qu'il m'envoie une mauvaise réponse, comment je peux vérifier de manière subtile qu'il m'a dit la vérité, mais que cette vérification soit quand même moins chère que le gain que ça fait de lui avoir demandé. Donc, typiquement, l'exemple de la racine carrée, c'est facile. Je vais vous donner l'exemple.
Vous dites au prouveur, donne-moi la racine carrée d'un nombre, par exemple 25. Il va vous dire 5. OK? Vous prenez sa réponse, vous la multipliez par elle-même. Vous êtes instantanément capable de vérifier qu'il vous a dit la bonne réponse. Donc ça, c'est très bien. On aime bien ce genre de truc. Là, typiquement, tu peux prendre des raccourcis. Et en fait, il faut penser de manière schizophrène parce que souvent, en fait, tu vas développer les deux. Tu vas développer à la fois le int qui va être exécuté par le prouveur, donc pas par toi. Et le prouveur, il faut considérer que sur le code Cairo, il peut pas être malicieux, mais sur le int, il peut te dire n'importe quoi. Et c'est à toi de vérifier ce qu'il te dit. Donc, tu dois coder avec les deux mentalités. La mentalité du mec qui attaque et la mentalité du mec qui se défend. Après, on peut étendre cette réflexion à tout ce qui n'est pas mathématique, enfin, tout ce qui n'est pas Cairo, en gros, dont on ne peut pas prouver l'intégrité. Donc, on peut se poser la question sur tout ce que l'on envoie à l'EVM, par exemple. Et peut-être que les outputs sont pas bons. Peut-être que je suis en train de me faire saucer et ça devient un problème. Non? Mais là, on rejoint la paranoïa. C'est plus la schizophrénie, c'est la paranoïa. Non, parce que l'OS Starknet, il est développé en Cairo. Donc, en fait, tout ce qu'il fait est prouvé, littéralement. Et donc, le prouveur, enfin, le int. Non, le int n'est pas prouvé. Voilà. On sollicite le prouveur pour faire de la computation qui peut parfois être moins cher que ce qu'on peut faire en Cairo ou autre. Ce qui préoccupe les gens, c'est que à chaque fois qu'on sollicite, on utilise int pour ces calculs arbitraires, on n'est pas certain, on a du mal à avoir confiance en ce que le prouveur nous retourne. Justement, il faut le faire que si on a un moyen fiable de vérifier qu'il nous a pas donné. C'est pour ça que j'ai dit l'exemple de racine carrée. Racine carrée, tu peux le faire les yeux fermés. En fait, tu peux dire donne-moi la réponse parce qu'elle est très simple à vérifier. Et tous les cas où c'est comme ça, tu peux y aller les yeux fermés. Au contraire, c'est bien, hein, ça te réduit tes coûts, etc. Mais pour les cas où c'est pas possible, il faut pas le faire. En fait, il faut juste pas le faire. Donc, il faut raisonner, en fait, de manière intelligente, de se dire, là, j'ai un cas, ça coûte cher en Cairo. Est-ce que il y a une manière efficace de demander au prouveur de faire le taf pour moi, mais que je puisse quand même vérifier. Et justement, Feltroid, là, il est en train de réfléchir à un truc qui serait fou, et si on l'a, ça va commencer à être intéressant, qui serait de pouvoir faire des snarks sur Stark. Des snarks sur Starknet. Et par exemple, pouvoir utiliser Circom, c'est des livres en fait qui permettent d'utiliser des snarks pour faire du proving, et notamment parce qu'on va parler d'un point de vue user, qu'est-ce que ça peut ramener? De la privacy. Ça pourrait ramener de la privacy sur Starknet. Et donc là, littéralement, Feltroid, le petit gamin, là, il est en train d'essayer de trouver des techniques efficaces de schizophrène pour faire des opérations de courbe elliptique, mais qu'on puisse les vérifier. Parce que là, actuellement, il y a Tariq qui travaille chez Carbonable, il avait fait une première implémentation. Mais elle coûte trop cher, en fait, elle est juste pas praticable. Et donc là, il est en train de reprendre le travail pour essayer de trouver des techniques efficaces. Ouais, c'est hyper intéressant. Et ça ramènerait par exemple de la privacy ou la possibilité de trouver un autre langage qui n'est pas Cairo, par exemple Noir de Aztec, etc. Et de pouvoir utiliser pour générer des preuves et les envoyer sur Starknet. Enfin, ça ouvrirait plein de choses. Tu me fais une passe, là, t'as dit un mot-clé, je vais t'envoyer une mitraillette de mots, tu vas répondre de façon courte et succincte, pour essayer, en fait, on va essayer parce que là, on a fait le gros focus, mais j'aimerais qu'on élargisse un peu grâce à ta méga science. Donc, j'avais fait une liste de notes, en plus, moi, je peux pas rester longtemps et j'ai envie d'avoir tes réponses, donc je suis obligé de travailler un peu. Donc là, on a fait focus, c'était Rome. Le prochain mot-clé, il est simple, c'est Cosmos. Cosmos, quelques mots sur Cosmos. Excuse-moi. Ouais, pas beaucoup. J'aime l'interop, j'aime Tendermint, j'aime IBC, technologie très strong. J'aime pas la commu, j'aime pas l'écosystème, il y a pas ces projets qui délivrent de la valeur. Il y a trop de guerre politique. Voilà. Ok. Optimiste ou pessimiste, skill in the game ou plus skill in the game, tu vois, sur Cosmos? Pessimiste, global, optimiste, niche. Ok, parfait. Ça peut marcher sur des niches. Voilà. Tu t'es prêté au jeu, ça va bien. Là, j'ai vu aussi qu'il y avait de l'action sur Aztec. Petit focus Aztec. Aztec, gros respect pour Aztec. Est-ce que tu peux, est-ce que tu peux résumer la proposition de valeur et ensuite quelques mots? Aztec, c'est pareil, c'est travailler sur des solutions layer 2 de type ZK Rollup. Mais pour le coup, Aztec est le seul actuellement ZK Rollup. Malheureusement, on dit tout le temps ZK Rollup, mais ZK, ça implique la partie zero knowledge et donc la privacy. Nous, on l'a pas encore, d'accord? Même si les stars sont potentiellement zero knowledge proof, mais nous, on ne les a pas encore, d'accord? Attends, là, je te coupe, je suis désolé. Est-ce que c'est, tu vois, on avait parlé de la roadmap en début d'épisode. Est-ce que privacy, elle arrive à un moment donné ou c'est reporté plus loin? Oui, alors oui, ça va venir. Alors,
Trois étapes. Première étape, ça peut venir sur le Starknet directement au niveau applicatif, et c'est littéralement ce que je viens de dire tout à l'heure, la possibilité d'avoir des smacks sur Stark. Donc ça donnerait de la privacy. Deuxième option, c'est les L3. On n'en a pas parlé, mais on travaille déjà pour pouvoir avoir des L3 qui se branchent sur Starknet, et là on peut avoir de la privacy sur les L3. Et troisième, c'est à terme dans Starknet lui-même. Et ça, oui, mais ça viendra plus tard. D'abord applicatif, L3, et ensuite Starknet. On revient sur Aztec. Aztec, et ben eux justement pour le coup ils ont mis l'accent uniquement sur la privacy, et donc à l'heure actuelle c'est le seul qui peut être vraiment qualifié de ZK-Rollup. D'accord, nous on peut pour l'instant le terme sentiment, ton sentiment, gros respect. Moi je les connais depuis très longtemps. Quand je travaillais à Consensus, à l'époque Consensus investisseur de Aztec, c'est vraiment une team qui est très expérimentée, qui est très bonne, et qui fait les choses bien, qui se presse pas, qui tombe pas dans le marketing à outrance et qui délivre. Ah ben tiens, alors là une passe Polygon. Ah ben voilà, justement, Polygon c'est non, alors Polygon pourrait essayer d'être très objectif, très sérieux, mais succinct. Ils ont été malins de commencer par une sidechain dégueulasse en termes de sécurité, etc. Ils le savaient depuis le début, mais en attendant, ils ont eu un token qui a pumpé, ils ont onboardé des gens, ils ont fait plein de trucs, ils ont un écosystème qui s'est développé, des développeurs, ils ont signé des partenariats avec Wattmill entreprises, avec Starbucks, avec Disney, etc. Donc ils sont dans la tête des gens. En fait, ils ont pris un raccourci énorme, et ensuite ils ont racheté des teams qui travaillaient sur des ZK-Rollup, Hermès, Maiden, Zero, etc. pour rattraper le retard qu'ils avaient. C'est une stratégie qui se défend. Moi, j'aime pas du tout ces stratégies, pour être honnête. D'un point de vue puriste, ils tombent vraiment dans le marketing à outrance, dans les annonces d'annonces. Maintenant, ça reste le concurrent, je pense, numéro 1, objectivement, de Starkware, parce qu'ils ont énormément d'avance, en fait, à la fois sur la partie business développement et sur la partie écosystème. Oh, ok. Autre, Mina Protocol. Mina, si je devais résumer, je comprends pas. C'est-à-dire que je comprends pas pourquoi ça ne marchait pas, parce qu'en fait ils sont trop forts. Enfin, c'est innovant. La promesse elle est vraiment là. Avoir un L1 directement succinct avec des zero knowledge proof, c'est génial et tout. J'ai du mal à voir pourquoi ça ne prend pas. Après bon, les conditions de marché sont pas réunies. Très sérieux. Maintenant. Au niveau du L1, je trouve la promesse séduisante, mais le problème restera toujours le même, c'est que même si demain on fait un meilleur Bitcoin, un meilleur Ethereum, on peut pas, en fait, pour les conditions de lancement qui changent tout, que ce soit sur la distribution du token, etc. Donc malgré les promesses de Mina, j'y crois pas, mais c'est très très strong en termes de tech, etc. Et puis je pense qu'ils sont très mauvais en marketing pour le coup, mais j'y crois pas, mais je respecte énormément. Voilà. Ok, très bien, mais c'est super. Alors moi je te dis ce que j'avais en tête. Est-ce que toi tu as des focus ou des coups là c'est le moment coup de cœur, coup de gueule, hein, tu vois, voilà, Coup de cœur, mise en garde, ouais. enfin tu vois, ou coup de projecteur, mise en garde, si tu préfères. Coup de cœur sur un de nos concurrents que je respecte le plus, c'est Scroll, qui est un petit peu outsider, un petit peu le petit poussé, mais qui pour moi incarne le mieux. Si c'était pas Starknet, ça serait Scroll pour moi, le meilleur ZK-Rollup, qui a le meilleur alignement Ethereum en termes de valeur, qui sont pas dans le marketing, ils build, ils ship, ils se concentrent, ils prennent leur temps, ils auraient pu largement lancer un token, c'était sur la hype, ils l'ont pas fait. Je les respecte largement plus que Polygon et ZK-Sync, très clairement. Donc Scroll, c'est mon coup de cœur sur les ZK-Rollup. Coup de gueule, tout le reste c'est de la merde, on va pas se mentir. Que ce soit tous les hacks 1 pour moi, je suis désolé d'être un peu rude, mais tu m'as demandé de faire un coup de gueule, oui. J'en ai marre, hein, vraiment j'en ai marre. Donc j'en ai marre des Elrond fanboys qui continuent de chill leur merde. Franchement, c'est les pires des races, je trouve. En fait, il y a deux niveaux de fanboyisme. Il y a le fanboy qui est persuadé, etc. Il est naïf. Bon, à la limite, il est juste con, je peux pas lui en vouloir. Et il y a l'autre qui cherche sur le truc et qui sait que c'est un petit peu de la merde, mais qui va continuer d'essayer de te vendre son caca un petit peu, qui va te saupoudrer ça de chantilly. Ça, c'est les pires. Ça, c'est les pires salauds, et il y en a trop. Et dans la communauté FR, il y en a vraiment trop. Ça, c'est ce que je qualifierais de soirée. Sinon, Solana, ils avaient au moins le mérite d'avoir essayé d'innover d'un point de vue tech. Ils ont ramené beaucoup de devs. C'est de la merde. C'est vraiment de la merde en termes de philosophie, etc. Mais d'un point de vue tech, je peux rien dire. Ils ont essayé d'innover. Ils ont pris des risques. Ils ont tenté des choses. Il y a la nouvelle vague, la toute nouvelle vague avec Aptos, Sui et compagnie. Ils ont ramené des choses d'un point de vue tech, et je veux même te dire qu'il y a même des choses que nous on va s'inspirer d'eux sur le langage Move, etc. Donc, mais
tout ce qui n'est pas tech, c'est de la merde, encore une fois. L'aspect philosophique, l'aspect VC, etc. Donc, ça tient pas la route sur un layer 1. Mais par contre, niveau tech, ils ont apporté vraiment des choses, notamment sur les algorithmes de consensus, etc. La façon dont ils gèrent la parallélisation. Donc, ça, c'est très, très intéressant d'un point de vue tech. Il y a des choses que je respecte d'un point de vue tech. Ah, voilà. Catégorisation dans mon état d'esprit. Il y a des choses que je respecte d'un point de vue tech et philosophique. Il y a des choses que je respecte que d'un point de vue technologique. Et il y a des choses sur lesquelles je chie littéralement. Et c'est tout le reste. Que tu respectes pas. J'ai vu qu'il y avait des choses que tu respectais pas. Ouais, voilà. Donc, tech et philosophie, c'est Bitcoin et Ethereum, plus Layer 2. Tech tout court, mais pas philosophie. Il y a un petit peu Solana, Atos, oui, pour la partie tech. Cosmos, très, très fort, Cosmos. Cosmos aurait pu, à un moment donné, j'ai cru qu'il pouvait me séduire sur la partie Presque avoir les deux. Presque avoir les deux. Presque avoir les deux. Cosmos, j'ai failli. C'est à cause des conflits de communauté. Mais attends, ne jette pas le bébé avec l'eau du bain. On verra, parce que je veux dire, c'est vrai qu'il y a eu des votes de communauté qui ont eu rejeté. On avait fait un live sur ça, tu vois, où effectivement, il y avait l'équipe, l'accord, qui avait fait un projet très ambitieux, mais qui visiblement soulevait des questions. Ça a été reject. Peut-être qu'ils vont fragmenter et revenir avec un, Ouais. Alors après, moi, j'ai du mal aussi sur le Delegated Proof of Stake. Moi, c'est une de mes positions principales. Alors, ne me gâche pas, Noël. Ouais. Non, ben, en tout cas, franchement, non, mais littéralement, dans tous les halts L1, c'est Cosmos que je respecte le plus, hein, que ça soit très clair. Mais je deviens de plus en plus maximaliste et je dois faire des choix dans lesquels je concentre mes efforts. Et c'est pour ça que j'ai dû éliminer Cosmos. Mais je respecte largement Cosmos. Après, tu vois, d'un point de vue investisseur, si on prend Starkware, Starknet, c'est pas facile pour du retail de s'exposer à cette techno d'un point de vue financier. Donc ouais, tout à fait. Ça, c'est clair et net. Avax, c'est dur de le situer dans une catégorie, en fait. Hein. Tu peux pas dire qu'il y a rien non plus. Il y a quand même eu 2-3 choses. J'aime pas des fortes têtes de chez eux que j'aime pas du tout. Vraiment, genre, vraiment, mais pour moi, il me sort par les cheminées. J'adore Nicolas Lemaitre, c'est vraiment quelqu'un que je respecte, etc. Je pense qu'un jour, il trouvera la voie de la raison et qu'il viendra sur l'écosystème Ethereum. Mais il n'y a pas rien non plus, mais c'est pas ouf, quoi. Enfin, j'y crois pas non plus, tu vois. À part un petit peu l'algorithme de consensus qui est assez innovant, qui fait des trucs cool, mais voilà. Les DAG, ça te plaît pas, les DAG? Ouais, les DAG, si, ouais. Ils ont la vague un petit peu subnet. Pourquoi pas, ça c'est intéressant. Ah bah alors Polkadot dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe? Polkadot, c'est un acte manqué, hein. Clairement, Polkadot, c'est un acte manqué. Je trouve que c'est vraiment un acte manqué. J'ai jamais compris pourquoi Polkadot, ça n'a pas pris plus que ça, parce que je pense même que d'un point de vue tech, en vrai, peut-être qu'il y a plein de points sur lesquels on peut même les considérer au-dessus de Cosmos. Il y en a même beaucoup, en fait. Mais malgré tout, ils n'ont pas réussi sur cette vague-là. Cosmos les a mangés. Va savoir, alors que pourtant, market cap, les parachains, c'est déjà la balle dans le pied. Et voilà, moi, c'est ça. Exactement, c'est trop long. En fait, tu prends 2 ans dans la vue, en fait, entre le moment où un projet commence le process, il passe par l'auction Zama, puis sur le mainnet. Non, mais t'as pas le choix d'être souvent. En fait, si tu veux ton slot, ta chaîne, soit tu dois héberger ton contrat sur Moonbeam, soit tu dois gagner ton enchère, donc avoir suffisamment de voteurs pour gagner En fait, t'as pas du tout go-to-market. Alors que sur Cosmos, tu builds ta chaîne dans ton coin. Ouais, exactement. Ils ont été bons là-dessus. Ouais. Le go-to-market a fait la différence, mais d'un point de vue tech, c'est très très strong l'écosystème Polkadot, notamment Substrate, qui est l'équivalent du Cosmos SDK. Moi, j'adore Substrate. Et Michael Canu, il y a un invité qui, tu vois, parce que moi je comprenais rien, je m'étais affronté au wallet d'un point de vue utilisateur, j'ai jamais vu. Ah non, sur l'interface, c'est dégueulasse. Ah ouais, c'est dégueulasse. Donc moi j'ai dégueulasse. Super. Mais les builders derrière m'ont dit que la techno était solide. Enfin, en tout cas, pour les builders, ça avait l'air de plaire. Mais je vais même te dire, c'est tellement solide que moi, je le considère même qu'on devrait, nous, partir sur Substrate pour builder notre partie consensus. En fait, moi, l'idéal, ce serait Substrate pour la partie un petit peu peer-to-peer, etc., plus Tendermint sur la partie consensus. Moi, j'aimerais bien avoir un modèle où on met ça sur Substrate. De toute façon, vous, dans la voie de la décentralisation n'a pas encore été votée dans le marbre. Donc, vous ne savez pas comment... Il y a sur le forum un thread qui décrit un peu comment il pense s'y prendre, mais la communauté est invitée à challenger cette proposition, il me semble, c'est sur le forum de Starknet. Ouais.
Il y a des questions sur Osmosis. Tu as souligné leur UX. Ouais, ils sont bons en UX. Franchement, c'est vrai que moi, pendant longtemps, Osmosis, j'ai considéré que en termes de DEX, etc., c'était l'un des plus user-friendly en vrai. Donc voilà, sur l'écosystème Cosmos, en termes de DeFi, oui, je pense que Osmosis, ils font bien le taf. Après, pareil, je pense qu'il y a aussi des guéguerres politiques entre voilà les fondateurs d'Osmosis et la communauté Cosmos. Donc c'est un peu des trucs qui polluent le truc. Mais oui, sur la partie expérience utilisateur, tu as raison. Je te rejoins sur une très belle expérience utilisateur pour moi, Osmosis. Bon, moi, j'ai une dernière question. Tu peux toujours, si tu veux répondre à la volée à des questions qui passent dans le chat, n'hésite pas. Moi, j'ai une dernière question qui est d'actualité. C'est la fin de l'année. Est-ce que tu as quelques petites prophéties pour 2023? Sachant que c'est pas important qu'elles se réalisent, même si elles se réalisent pas, on est tout aussi heureux. Mais est-ce que tu as des visions 2023? Quoi que ce soit, ou quelques vœux à nous faire, ou des prophéties de malheur. Enfin, là, c'est libre. D'accord. Donc Ah, il y avait un prophétie, Celestia. Attends. Je suis désolé, je reviens. Celestia. Celestia est peut-être Layer 2. Allez, je suis désolé. Et prophétie. Celestia, Layer 2, prophétie. Et ça sera, pour moi, ça sera tout. Celestia, très intéressant. Très intéressant. J'aime beaucoup Celestia. On aura besoin de data availability layer, ça c'est clair, et c'est vraiment le nerf de la guerre. Et je vous dis même que nous, on se prend la tête à anticiper le futur, notamment après le IP48-44 qui va changer nos garanties en termes de data availability. Celestia, c'est dans ma shortlist de solutions à étudier vraiment pour une alternative à Ethereum pour la partie data availability. Bon, il y a ça, il y a Eigenlayer. D'ailleurs, merci Sam, c'est toi qui m'en avais parlé. Ils font des choses très intéressantes. Ils ont sorti pas mal de papers très cool, même sur des solutions de fair ordering de transactions, ce genre de choses. Le concept du risk taking, emprunter. Ouais, sur la MD, le concept du risk taking, tu veux emprunter une partie de la sécurité d'Ethereum, ça c'est très smart, donc très cool. Donc Celestia, ouais, j'en parlais d'ailleurs pas plus tard qu'hier avec Vitalik. Le problème, c'est que ça repose sur des prod proof. Donc le mécanisme de base pour vérifier les données, il repose un petit peu. En fait, il repose sur des choses qui demandent de la synchronicité. Et en fait, Vitalik, ce qu'il nous disait, c'est que on veut pas dépendre de la synchronicité parce que le fait qu'Internet tombe 3 jours, bah c'est pas impossible en fait, par exemple. Donc, si tu as des solutions qui reposent sur cette synchronicité, et ben ça peut poser de sérieux problèmes. Donc, il vaut mieux des solutions qui ne dépendent pas de la synchronicité. Donc, lui, il est plus bullish sur des solutions qui vont utiliser, encore une fois, des star-proof, etc. Bon, bref, je me suis garé, je voulais des réponses courtes. Celestia, j'aime beaucoup, je m'y penche dessus. Il nous faudra une alternative de ce genre pour... Ensuite, il y avait un truc, c'était une question, parce que c'est vrai qu'on n'a pas traité. Alors là, il faut le faire d'un mot, en fait, ce que t'aimes pas, enfin, rapidement, tu vois, un petit point de vue. Layer 2 Ouais, okay. Layer 2. Et parce que vous considérez comme un Layer 2 ou pas? Oui, ouais, tout à fait. Ouais. On a un Layer 2. Ouais, tout à fait. Donc, dans les Layer 2, bah, il y a 2 grosses catégories. Il y a les Optimistic Rollup et les ZK Rollup. Je suis pas fan d'Optimistic Rollup parce que d'une, il y a la fraud proof qui demande la synchronicité justement la période de 7 jours, qui est un frein sur la partie expérience utilisateur. Mais au-delà de ça, je préfère la solution pure des ZK Rollup qui repose uniquement sur les mathématiques plutôt que des incentives économiques. Donc voilà. Donc je suis plutôt dans la branche. Et dans ce segment-là, Starknet, Scroll et Aztec. Okay. Starknet, Scroll et Aztec. Okay, bon. Ben voilà. Et donc, prophétie. On en arrive à la prophétie. Là, t'as vraiment enchaîné, hein. Merci. Prophétie. Alors, vœu de malheur, je souhaite. Ah oui, aussi. Bon, non, je souhaite, mais bon, j'ai pas envie que du retail, malheureusement, en souffre, mais je souhaite. Vœu de malheur, c'est aussi mise en garde, en fait, hein. Donc, voilà. Un spéculateur averti en vaut 2, hein. C'est-à-dire que, D'accord. Bah, un vœu de malheur, c'est la destruction, l'annihilation totale de beaucoup de parasites qui détournent de les alcoïdes, la mort. Au moins tous ceux qui sont vraiment faux dans tout ce qu'ils font, quoi. Genre les Elrond, les compagnies. Pas les Cosmos, tu vois, mais les Elrond. Je crois que tu l'as taclé. Je pense le tacle a été. À peu près tout, quoi. Tout sauf, tout sauf Cosmos, Polkadot. La BSC. La BSC, oui, c'est le premier acheté, oui, bien sûr. Et en fait, littéralement, il y a Cardano et la BSC, j'en parle même pas tellement je pense même plus, tu vois.
Bon, c'est pas dans la même Ah, la boîte, hein, BSC, c'est pas le pourtant, même. tu as une activité retail importante. Hein. Je pense que ce qui Ouais, va bien sûr. t'horrifier, c'est la. En fait, si tu fais la BSC, regarde, si tu regardes la philosophie, effectivement, c'est centralisé, c'est-à-dire que c'est du quick and dirty, donc on va dire dégueulasse. Si tu regardes la techno, je suppose que c'est affreux, c'est des shortcuts de partout, des patchs, des sparadraps sur des jambes de bois, etc. Ok, très bien. Mais par contre, si tu prends une troisième composante qu'on n'a pas forcément parlé, si tu prends l'adoption et l'activité, alors évidemment, hein, t'as beaucoup on va dire, de produits. Ouais, mais ça fit pas avec, comment ça s'appelle? Ça fit pas avec Abdel parce que la techno, ils ont même pas fait comme Polygon, ils Ouais, leverage leurs ressources pour faire des bons travaux de recherche et philosophiquement, ça va peut-être pas. Ah oui, oui, on a ni l'un ni Donc, l'autre. en gros, là, On, c'est comme Polygon sans la techno. Si je me ouais. on trompe a pas. ni l'un on Voilà, a c'est ni l'un tout. ni l'autre, mais on a quand même un truc qui est essentiel aux crypto, et c'est en fait l'adoption. Alors, L'adoption, bah ce que tiens, je veux. c'est une très bonne point ce que tu dis, parce que moi, je pense pas que c'est encore crucial tout de suite. Justement, j'en parlais avec Ah, Adli et, et, euh, et Agathe aussi à Lisbonne, on en parlait justement, parce que elle disait elle trouvait qu'on faisait pas assez d'efforts sur l'adoption, etc. Moi, je disais que je pense qu'il faut pas tout de suite mettre les bouchées doubles sur l'adoption, parce que je considère pas encore qu'on a un statut suffisant sur les bases pour onboarder le prochain milliard d'utilisateurs. Donc, à quoi bon? Parce qu'en fait, c'est peut-être même contre-productif, parce que en ramenant plein de monde, non seulement on va empirer la congestion, on va faire en sorte que potentiellement des gens seront frustrés, alors que le socle de base n'est pas encore au niveau pour moi. Donc pour moi, on n'est pas encore au stade où ça doit être la priorité absolue. Bon, les gens, la bonne nouvelle, c'est que les gens qui travaillent sur l'un ne sont pas forcément les gens qui travaillent sur l'autre. Donc ça veut dire que c'est pas forcément l'un après l'autre. Ça veut dire qu'il y a peut-être des choses qui sont pas parallèles. Mais moi, si tu veux, entre mettre l'accent sur consolider le socle de base, etc., et l'adoption, je prends la première option. ok. Bon, mais Parce que, c'est les boules. voilà. Et donc ça c'était bon. Alors dans la prophétie de malheur ou la mise en garde, c'était faites attention finalement au comment dire, c'est le veau d'or là, c'est les faux prophètes, c'est les altcoins aussi, c'est une façon de perdre du temps et du capital. Et peut-être que moi ce que j'ai compris en filigrane, c'est que tu nous as dit quand même plein de protocoles que tu appréciais. Et je pense que le risque, c'est dans une quête souvent à l'enrichissement rapide et facile, ce qui n'existe pas. On se retrouve dans des projets qui sont portés par le marketing et beaucoup d'altcoins et en fait, il n'y a pas vraiment de proposition de valeur derrière. Donc, il y a trop, clairement, il y a trop de crypto, il y a trop de crypto, il y a trop de blockchain, il n'y a pas 10 000 projets, en fait, qui ont une valeur ajoutée. Donc, il va y avoir beaucoup de mines dans ce champ. Voilà. Exactement. Moi, En fait, on ça serait un de mes a, conseils aux newcomers. C'est vrai que quand on arrive, on a le sentiment d'être en retard. Donc, pour être en retard, on a envie de prendre plus de risques. Pour prendre plus de risques, on a envie de baisser dans le market cap, de prendre des petits projets, de chercher la pépite. Et en fait, il y a beaucoup de miroirs aux alouettes. En réalité, je veux dire, aller sur les main projects, être patient, c'est un des meilleurs choix. Donc, faites gaffe aux fausses promesses. Moi, c'est comme ça que j'ai ouais, compris. complètement. Je te rejoins hein, parce qu'en plus, c'est vrai qu'on a à peu près la chance d'être dans un domaine où on a le côté spéculation, mais qui sur une longue time frame est potentiellement corrélé quand même à ceux qui respectent le plus les valeurs et les philosophies initiales. Donc c'est quand même un avantage. Et comme tu as dit, il faut plutôt changer de time scale que prendre de risques. Exactement. Donc je suis assez d'accord avec ça. Et l'oiseau de malheur, tu l'as fait. Est-ce que tu as une vision euphorique? On sait pas Bah, trop. vision euphorique, Ethereum arrive à enlever son épée de Damoclès. Les withdrawals Ah. arrivent là, très rapidement au prochain upgrade de Shanghai. Le IP48-44 se passe bien. Les roll-ups peuvent scaler massivement, apporter d'autres transactions pas chères. Ethereum enlève les Ah. risques qui pèsent au-dessus de sa tête. Attends, je vais te la formuler différemment. La durée de ce bear market, là, parce que ce bear market, il est ignoble. On va rester au fond du sac pendant combien de temps, selon toi? Euh, bah, disons que la macroéconomie globale n'aide pas. Donc, bon, en partant du principe que si ça s'empire pas encore plus, bah, j'ai quand même envie de croire qu'on a un horizon d'espoir avec le halving de 2024. En Euh, général, c'est halving plus 6 mois. Bon, c'est ma ouais, règle au doigt mouillé, c'est le doigt mouillé, c'est ouais, halving plus 6 mois et normalement, t'es pas mal. ouais, donc 2 ans, ouais, c'est ça, ouais, en gros. Ouais, 2 ans de base, bah tiens, ouais, il y a quelqu'un qui dit ça. Allez, 2 ans de vase. Et franchement, c'est une belle conclusion. Mais après la vase, le beau temps. Donc, voilà, deux Ouais. ans pour build. 2 ans pour build. 2 ans pour build, c'est une façon de voir les choses. Et puis pour ceux qui buildent pas, mais qui veulent être impliqués, bah voilà, faites du DCA sur les trucs les plus solides. Ça me paraît pas déconnant. Mais moi, en ce qui me concerne, mais merci beaucoup. Je vais devoir vous laisser, chers amis.
On a fait un tour de l'écosystème qui était quand même assez exhaustif. Très très cool. Très très cool les gars, merci encore. Et puis avec plaisir pour se refaire ça. Toi, on te voit pas beaucoup dans les événements. Par exemple, tu voudrais pas venir à Tel Aviv en février, Benoît? Je pourrais, On te voit, je pourrais, ouais. C'est il vrai me que semble, je t'ai jamais vu encore dans un. non, non, j'étais venu au Portugal, mais parce que j'ai voyagé en fait et je voulais rester plus de 6 mois Ah, sur t'étais là au place. Portugal? Alors j'étais pas à toutes les sessions, Ah j'étais non. pas à Starnet, Ah pas ouais. à Starnet, T'étais pas pas à Starnet Starnet, CC, ouais, c'est. d'accord. Ok. Ouais. Ouais, ok. Mais normalement cet été en France, je serai pour l'Ethereum Community Conference, hein. Je pense D'accord, bah, il y HEC. aura aussi un gros Starknet ici. Enfin, Samy, tu confirmes, hein, il me semble qu'il y aura un Je gros. crois que ouais, non, oui, je confirme. Eh ben si, mais c'est d'ailleurs on l'avait dit en coulisses, c'est les prochains événements, c'est-à-dire que pour les gens, les prochains grands événements qui se organisent, c'est quand que tu recommandes, que vous recommandez, qu'il faut organiser. Non, La If Denver, Starkware Session. Star Wars Ouais, Session, ouais. Starkware Session février. Donc, il y a le site là qui est starkwaresession.co. Et Denver, LCC et Starknet CC Paris. Après, il y a pas mal de hackathons pour les plus dev. Il y en a à Tokyo, il y en a pas mal d'endroits sur la partie plus développeur. Mais sinon, ouais, c'est des gros trucs, c'est ça. Ouais. Et Denver, LCC, Starkware Session. Starkware Session, c'est quand et c'est où? Je comprends pas Février. quand vous avez D'ailleurs, géré le launch, les amis. Je vois pas la billetterie. Je tape starquaresession.co c'est vrai? et je trouve pas le front-end. Hier, je ne trouve pas le front-end pour le moment. On peut pas acheter de ticket, j'ai l'impression. Ah ouais? Moi, hier, il y avait un tweet qui disait, j'ai pas regardé, bon bah ok. C'est C'était un important. formulaire, c'était un form, G-form. C'était pas une ticketterie Et Startup. d'ailleurs, lors de la semaine Starker Session, il y a plein d'événements. Il y a notamment aussi Consensus qui organise un hackathon. Donc, il y aura beaucoup d'acteurs en fait de l'écosystème Ethereum. Donc, on va avoir pas mal de speakers très cool. Et puis, bah, ça va être trop bien, quoi. Il y a aussi, bah, encore une fois, l'organisation d'une Hacker House. Donc, c'est un endroit dans lequel des builders vont se retrouver pendant une semaine à coder comme des dingues sur des projets un petit peu fous. Donc, ça avait été fait aussi à Lisbonne. Ça avait très, très bien marché. C'était très, très cool. Moi, j'allais tous les jours avec eux. Tout ça, on restait jusqu'à 3-4 heures du mat à coder. C'était vraiment très, très cool, les vibes. DJ Sam et la barbe à papa. Ah oui, c'est vrai que tu avais fait DJ, toi, là. C'était hilarant. Ouais, c'était à Paris, Ah ça. ouais. Ouais, c'était à Paris, ouais. C'était énorme avec DJ Sam et la barbe à papa. Bah, on attend de revoir ça. DJ Sam, notre guardian, ça peut être pas mal. Et puis Benoît, toi, tu mixes pas, non? Non, mais j'étais discret, mais je reviendrai, hein. Il va falloir que je fasse un petit tour des events, plutôt de l'été, hein. Moi, l'hiver, tu sais. Mais un Ouais, dernier tu dernier hibernes. que j'avais fait, c'était parce que le dernier que j'avais fait, je crois, ouais, ça y est, je me souviens, c'était l'événement Avalanche à Barcelone parce que c'était un moment où je m'intéressais beaucoup au sujet et j'étais venu Ok. choper le Covid là-dedans, ça n'avait pas du tout plu. Mais l'été, je vais venir. Ah, ok. Je vais venir. Non, l'événement était très bien, hein, mais il avait fait que pleuvoir, j'avais eu froid et j'étais tombé malade, j'avais pas aimé. Mais voilà, mais là, je vais Ok. privilégier l'été, ouais. Donc tout ce qui se passe en été, ça me paraît pas mal. D'accord. Ok, ok. Bon, Bon, bah, et bien, très cher. cool. Donc on se donne rendez-vous bientôt, on se souhaite de bonnes fêtes. Euh, Bonne fête à vous on se deux et à tous on- ceux dans le chat. Merci à Prenez tous, soin de merci vous, faites Abel. attention. Ouais, Salut! et à très bientôt.